Bonsoir, merci d'être des nôtres, merci d'être nombreux ce soir à nouveau à regarder Carte sur table, 21h, 23h sur STV. Nous sommes en direct à partir de Douala. 4 invités, 2 thèmes ce soir. Nous parlerons grandement de, je le dis comme c'est écrit, sur la route des chefferies du Cameroun. Il s'agit évidemment de cette exposition temporaire qui se déroule depuis le 5 avril et ce jusqu'au 17 juillet 2022 au musée du Quai Branly à Paris en France. Il est question là-bas pour les organisateurs de présenter les valeurs culturelles nationales au monde entier et qui c'est peut-être de faire venir un certain nombre d'acteurs, des chefs traditionnels, la fantaisia, je l'ai appris également, à partir du Cameroun pour que le monde entier voit tout cela du côté de Paris. Cette actualité va donc faire l'objet d'un des thèmes de ce soir. Activisme là-bas s'invite au musée du Quai Branly. Vous l'avez vu certainement ce week-end. Les activistes de là-bas ont entrepris de rencontrer là-bas des chefs traditionnels, notamment de l'Ouest qui y étaient, et cela s'est pas forcément bien passé. On en parle ce soir avec les invités. 4 sur le plateau, 1 au téléphone. Mais également, en deuxième partie, on va revenir sur les relations France-Cameroun. Là également, on regarde la récente actualité. Wilfried Ekanga, activiste et militant du MRC, a interpellé le président français il y a quelques jours à Paris. Et puis le gouvernement du Cameroun, à travers le ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi, a dû répondre pour dire son mécontentement. Avec dans les invités sur le plateau, on analyse ces situations-là. D'abord, je dis bonsoir à Cissé Bamanga. Oui, bonsoir mon cher Dipita, bonsoir à tous les co-panélistes, les frères et amis politiques que j'admire beaucoup. Bonsoir comme ça à toutes les 3 régions septentrionales du Cameroun, la Damawa, le nord, l'extrême nord, le grand homme d'affaires Ali Bachir, avec qui j'ai eu plaisir de discuter les choses qu'on peut faire pour la jeunesse du septentrion. Ne me regardez pas comme ça. Vous savez, nous sommes aujourd'hui les pilotes dans la jeunesse septentrionale. Enfin, j'avais l'intention de préciser que vous êtes du FSNC. Oui, on est du FSNC, mais comme l'a dit le ministre Tiroma Bakari, mon leader politique, tout ce qui peut propulser d'abord la jeunesse septentrionale. Vous savez que très bien que le renouveau a abandonné ce secteur-là, mais bon, c'est vous qui avez creusé un petit peu la plaie, donc je salue comme ça. Douala deuxième aussi, hein, et merci d'inviter le FSNC une fois de plus sur cet échange qui va être très riche ce soir. Bonsoir à Pierre-Emmanuel Bignam du MRC. Merci d'être là, Pierre-Emmanuel. Bonsoir, monsieur Dipita. Bonsoir à mes copanélistes. Bonsoir à Cissé, mon ami personnel, que je n'ai pas vu depuis pas mal de temps. Vous allez me permettre de partager ma compassion avec tous les militants du MRC, pas forcément ceux qui sont très connus, c'est-à-dire que les Bibou Nissak, Salomon Béa, Alain Foguet. Je parle de ceux-là qui ne sont pas médiatiquement très connus et qui sont en train de souffrir aujourd'hui dans les prisons du Cameroun à cause des marches pacifiques pour lesquelles ils se sont levés pour dénoncer l'État qui mine notre société. Donc je les salue particulièrement et je renouvelle les salutations patriotiques et notre solidarité à leur famille. Merci à vous à nouveau d'être de notre ce soir. Je dis bonsoir à André Luther Meka du RDPC. Je voudrais saluer avec déférence tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui tiennent beaucoup à leur pays et qui consolident les acquis de paix, les acquis de solidarité, d'attachement à la patrie et qui témoignent leur déférence au chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Heureusement pour nous, le RDPC, heureusement pour la nation, que ces jeunes ont compris que le Cameroun est notre bien le plus cher et que le Cameroun nous est très cher. Et c'est pour ça que je salue tous ceux-là qui, chaque fois, témoignent leur amitié par rapport au travail de sensibilisation que nous faisons, témoignent leur attachement au chef de l'État. Je voudrais également faire un clin d'œil à toute la diaspora responsable qui investit au Cameroun, à toute la diaspora qui fait la fierté du Cameroun à l'étranger. Je crois que c'est une diaspora responsable que nous devons remercier, que nous devons encourager. Et je voudrais signifier que le chef de l'État a mis sur pied un projet qui permet de financer les activités de la diaspora au Cameroun.
Et puis enfin, Edisop Amin Fedjo, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dipitang Tongo. Bonsoir à tous les co-panélistes. C'est toujours un plaisir de se retrouver sur le plateau de STV et surtout que c'est une grande première sur votre programme 4 sur table. Je tiens particulièrement ce soir à dire bonsoir à tous nos camarades du PCRN parce qu'il faudrait que je fasse une précision. Cette année est une année très importante pour notre parti qui va tenir un congrès extraordinaire en décembre. Bon, c'est un congrès extraordinaire qui se tiendra en décembre. Pourquoi un congrès extraordinaire? Parce que notre leader a été porté à la tête du parti en 2020 et qu'à date d'aujourd'hui, on se retrouve avec pratiquement 2500 congressistes. Donc quand on parle de congressistes, on parle d'un parti qui a des responsables de la base jusqu'au sommet. Bon, quand je parle de responsables, on parle peut-être des présidents des comités d'arrondissement, jusque dans la diaspora. Donc on a près de 2500 personnes qui aujourd'hui se réclament être responsables de ce parti et qui, pour cette année, on a choisi de s'asseoir, de réfléchir et de prendre l'antichambre conscience. Présidentielle déjà. Voilà, de prendre conscience de cette progression et de se présenter vraiment comme étant ce fleuron de la politique qui amène les jeunes beaucoup plus à rêver, beaucoup plus que de se retrouver peut-être dans la rue et de se retrouver en prison pour leurs opinions. Je voudrais aller du côté de Paris pour dire bonsoir à l'invité plus de ce soir, Eric Golf. Coach, bonsoir. Bonsoir Dipita, bonsoir à tous les panélistes qui sont sur votre plateau, bonsoir aux téléspectateurs de STV et merci de me convier à ce débat. C'est toujours un plaisir quand on se retrouve pour parler des choses de notre pays, des choses qui permettent d'éclairer l'opinion des téléspectateurs, les choses qui font avancer notre pays. Avec vous, dans un moment, on va tout de suite aller du côté de Paris pour faire le point de cette actualité autour de la route des chefferies et puis l'exposition qui a lieu, qui s'est peut-être pas forcément bien passée le week-end dernier. Vous allez nous en dire. Le temps pour nous de prendre la transition, mais je vous garde en tête. Alors, Eric Golf, vous étiez au musée du Quai Branly ce week-end, je pense que c'était samedi. Vous me recevez, Eric? C'est ça. Voilà, en 2 ou 3 mots, vous pourriez nous raconter, vous nous dire ce qui s'est passé? Avant de vous dire ce qui s'est passé, permettez-moi quand même de rappeler que l'exposition sur la route des chefferies de l'invisible, du visible à l'invisible, est un projet porté par un compatriote camerounais vivant en France, un Camerounais de la diaspora qui a écouté le chef de l'État qui a appelé la diaspora à revenir investir au Cameroun. Ça, c'est important de porter cette précision, ce qui va permettre, je pense, éclairer nos téléspectateurs pour la suite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé samedi dernier au Quai Branly? En fait, il faut savoir que la route des chefferies, l'exposition la route des chefferies du visible à l'invisible, a commencé depuis le 5 avril dernier au Quai Branly et se poursuivra jusqu'au 17 juillet. Alors, constatant que cette exposition est assez appréciée, parce qu'aujourd'hui, ce sont les chiffres du Quai Branly, on est à près de 500 000 visiteurs, parmi lesquels beaucoup de Camerounais de la diaspora, beaucoup d'enfants camerounais nés ici, qui n'ont pas eu la chance d'aller au Cameroun, qui à travers cette exposition découvrent leur pays, leurs parents leur expliquent un peu leur tradition et leur coutume. Donc, face à ce succès, le fondateur, c'est-à-dire Christian Sylvain Ndiaché, qui est le commissaire de cette exposition, qui est également celui qui porte ce projet, a estimé qu'il était bon de faire venir certains chefs pour organiser ce qu'on va appeler la journée des chefferies. La journée des chefferies, il s'agit de quoi? Il s'agit de faire venir un chef de village avec ses notables, avec ses princesses et ses reines, le temps d'une journée, sensibiliser, expliquer à nos enfants nés ici, qui ne connaissent pas forcément le village, et aux expatriés, notamment aux Français, aux touristes,
qu'est-ce qu'une chefferie, quelles sont les vertus de la chefferie, quels sont les secrets de la chefferie. En fait, expliquer un peu leur histoire. C'est un peu ça la journée des chefferies. Et pour cette exposition, Sylvain Diaché a choisi 3 grands villages, notamment le Bazou, qui avait lieu le 15 mai, Fondement-Couette, samedi dernier, et ensuite, il y aura le roi Photo, je pense. Donc, samedi dernier, c'était le jour Fondement-Couette. Le roi Fondement-Couette est arrivé au Quai Branly, accompagné du roi Balessin et du roi Bangoulap. Donc, et ces rois-là sont arrivés, et donc, avec leur reine, avec leur princesse, et c'était la journée Fondement Couette. Donc, nous avons à 13h, parce que la cérémonie commençait à 14h, nous avons à 13h près de 400 personnes au Quai Branly, notamment des enfants, des jeunes enfants, des parents, des Européens qui attendaient l'ouverture de la salle qui était prévue à 14h. Donc, à 13h, ça commençait à bouger dans tous les sens, et c'est là où on a appris qu'il y avait les éléments de la basse dans le musée. Ils se sont introduits, ils ont payé le ticket, les éléments de la basse, ils sont arrivés dispersés, payé le ticket, et ils sont retrouvés dans la salle d'exposition. Donc, à travers des caméras de la vidéosurveillance, la sécurité s'est rendue compte que certains s'asseyaient sur les chaises des chefs qui viennent du Cameroun, parce qu'il est également important de préciser que tous les œuvres, je dis bien tous les œuvres exposées au Quai Branly viennent exclusivement du Cameroun, et après l'exposition, ces œuvres retourneront au Cameroun. Donc, la sécurité ayant constaté que les gens s'asseyaient sur les chaises, des rois qui étaient exposés touchaient les œuvres qui sont interdites de toucher, ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème. Donc, 14h arrivé, la salle est ouverte en bas, les gens commencent à entrer. Et c'est alors que la sécurité à l'entrée repère 4 personnes qui veulent entrer, leur interdit d'entrer, et ces personnes vont donc s'en prendre à la sécurité, pas physiquement. Va s'en suivre ils veulent entrer, la sécurité les empêche. Et là, sur le coup, la sécurité du Quai Branly va appeler la police française. La police arrive, les 2 personnes qui étaient en altercation avec la police sont tout de suite interpellées. Sauf que les 2 sont interpellés à travers les vidéos surveillant la sécurité dénombrait 14 intrus de la basse. Maintenant, il s'est posé la question de comment les faire sortir. Je peux vous dire que sur ce coup, j'ai été partie prenante parce que je suis beau-fils Fondement Couette. Donc, nous nous sommes retrouvés, Sylvain Diaché, l'organisateur de la route des chefferies, le commissaire, la police française, le directeur du Quai Branly. Il était question de voir ensemble comment ça va se passer. Donc, le directeur du Quai Branly nous a dit que les éléments de la base ne pouvaient pas être illustrés parce que tant qu'ils n'ont rien fait, on ne peut pas les mettre dehors. Voilà, donc il y avait ce problème-là. Alors on a discuté 1 heure et au final, la préfecture a décidé d'annuler. Et ils ont tout simplement décidé d'annuler parce que, disent-ils, c'était trop risqué. Le Quai Branly a plein d'œuvres sensibles et ils s'en doutaient, ils voulaient à tout prix éviter que ça dégénère et que on dégrade les œuvres, non pas les œuvres, peut-être les œuvres camerounaises, mais il faut savoir qu'il y avait également au Quai Branly des œuvres de d'autres pays qui sont exposées. Donc au final, voilà exactement ce qui s'est passé et la préfecture de police, mais il n'y a pas eu de gravure. Sur la demande du président du Quai Branly, a décidé de mettre fin à la cérémonie et on a renvoyé tout le monde à la maison. Voilà, vous comprenez la grosse déception des familles venues de partout en Europe, des États-Unis même. Merci Eric. D'abord pour voir leur chef. Voilà un peu ce qui s'est passé. Merci pour cet état des lieux, pour cette entrée. Vous allez rester en ligne. On va donc à partir de là essayer de faire le point de cette actualité-là avec les panélistes. D'abord, Pierre-Emmanuel, que vous inspire, que vous suscite cette actualité, cette base qui se manifeste à nouveau? Votre première réaction? Ça ne me suscite rien. La base est une organisation qui apparemment est légalisée en France, donc qui est responsable des actes qu'elle pose en tant qu'organisation. Moi, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il faut respecter les valeurs traditionnelles.
On peut faire un certain nombre d'actes, on peut poser un certain nombre d'actes dans la vie, mais on doit éviter de s'attaquer à ce qui est fondamental à notre existence. Lévi-Strauss a dit que la tradition, la culture est tout ce qui nous reste lorsque nous avons tout perdu. Donc on ne peut pas s'amuser avec la culture. Je me souviens, une fois, je suis entré dans le musée de Njoya. J'étais encore un peu petit. J'étais encore un peu plus petit, j'étais adolescent. Je suis entré dans le musée pour une visite guidée. Alors, pendant que le guide était distrait, j'ai touché à une flèche du roi Mbombo, le roi le plus géant, le plus grand de taille et le plus puissant guerrier de tous les rois Bamoun, qui a étendu le territoire Bamoun des deux côtés. Je me souviens que le guide m'a repris sévèrement, mais je ne comprenais pas, j'étais enfant, je ne maîtrisais pas ce que je faisais. Alors, il est inadmissible que des grandes personnes s'attaquent à la tradition. Ce n'est pas normal. La tradition n'a rien à voir avec la politique ou avec n'importe quelle revendication que ce soit. Donc, c'est un événement malheureux, mais je pense que cette organisation pourra à un moment donné répondre des actes qu'elle pose. André Luther Meka. C'est un sentiment d'indignation, de désespoir, parce que nous sommes dans un espace de mondialisation, un espace où il y a le donner et le recevoir. Et je crois que l'opportunité était donnée à l'Afrique tout entière, au Cameroun, de pouvoir présenter au monde ce qu'il a de plus cher. Et ce que nous avons de plus cher, c'est nos origines, c'est-à-dire nos mythes, nos doctrines, nos traditions, nos langues, qui se perpétuent de génération en génération. Donc c'est une damnation, c'est une malédiction totale de constater que la jeunesse camerounaise de la diaspora a outragé, a profané la tradition. Et j'allais dire même a désacralisé les rites ancestraux. Pour la simple raison que quand vous comprenez la tradition, il y a ce qu'on appelle les objets sanctuaires. Il y a ce qu'on appelle les objets sacrés. Et lorsque la jeunesse de la diaspora profane les objets sacrés, ça veut dire qu'ils sont en train, n'est-ce pas, de pouvoir souiller la tradition. Et je crois que c'est l'occasion pour l'Afrique profonde, pour la tradition bamileke aujourd'hui de l'Ouest, de nous montrer effectivement que c'est une tradition. Parce que quand on profane la tradition, lorsqu'on outrepasse les règles de la tradition, les règles des usages, les règles des rituels et des rites, effectivement, il faut s'attendre à une sanction. Et je crois que ce qui se passe là, c'est un test, n'est-ce pas, de la puissance africaine. Et les rois, que je respecte beaucoup, les chefs que je respecte beaucoup, et notre tradition que je respecte beaucoup, doit se faire savoir autrement. C'est-à-dire montrer la voie à la jeunesse, qu'on ne profane pas la tradition et qu'on ne piétine pas l'identité sur laquelle nous sommes arc-boutés, sur laquelle nous sommes greffés. Et nous attendons le feedback, le retour, n'est-ce pas, de cette sacralité de la tradition. Auquel cas, je crois que, je vais conclure par là, je crois que tous les Camerounais, tous les Africains vont peut-être estimer que notre tradition n'est pas celle que nous disons toujours, c'est-à-dire où il y a un lien entre les vivants et les ancêtres. Donc il faudrait que les ancêtres réagissent et démontrent que la tradition bamileke, la tradition de l'Ouest, est une tradition puissante. Eddie. Bon, vous savez qu'à mon époque, en 2018-2019, je présidais une association qui s'appelait Patriote Alliance, où j'avais fait une mise en garde et une menace, d'ailleurs, à l'endroit de ces différentes personnes de la base. Quand ils avaient cassé les ambassades, quand c'était attaqué aux artistes, j'avais clairement pris position en expliquant que l'État camerounais doit prendre des mesures pour faire des poursuites à son niveau. Mais les familles, parce que la famille est la cellule dans laquelle la société se bâtit, les familles doivent aussi réagir. C'est-à-dire que les familles des différentes personnes qui sont les membres de la base et qui se prêtent à ce genre de jeu, dès cet instant, devraient réagir pour leur dire « Mon enfant, ça, c'est pas l'éducation que je t'ai donnée. » Même si tu es mécontent, comment? Tu ne peux pas casser l'ambassade. Tu es en train de casser ton propre pays. Bon, quand je l'ai dit, les gens croient que peut-être c'est parce que je soutenais un camp. Mais aujourd'hui, les propres parents sont en train d'être violés, violentés. Parce que qui parle de tradition, parle de nos parents.
parle des parents de nos parents, parle de nos ancêtres. Des enfants qui ne respectent pas la tradition méritent la malédiction. Donc si depuis 2018-2019, on a pris des mesures du côté de l'État à faire des poursuites et du côté des différentes familles, arrêtez avec l'hypocrisie. Les familles, les personnes qui sont très actives dans cette histoire, on les connaît tous. Que leurs familles prennent position et disent à leurs enfants que arrêtez avec cette histoire. Parce qu'à la fin, ce qui nous reste, la seule valeur que nous avons, et que quand tout passera, c'est notre tradition. Et aujourd'hui, j'ai doublement mal pour cette tradition. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'administration camerounaise fait des efforts pour la détruire, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans des situations où les préfets, les sous-préfets et les ministres de l'administration territoriale adoubent ou fabriquent les chefs traditionnels dans notre pays. Ce qui était déjà un gros crime pour nos traditions. Et au même moment, les propres enfants qui face à ce genre de situation, et ces propres enfants qui disent même défendre notre pays, sont encore les premières personnes qui contribuent à s'attaquer à cette valeur, qui contribuent à s'attaquer à cette tradition. Moi, j'ai dit que ces gars de la base ont carrément perdu la tête. Ça, c'est l'occasion vraiment pour que les différentes familles puissent les condamner et que toutes les formations politiques, on n'a pas besoin de venir dire que bon, vraiment, je n'ai pas mon avis à donner. Non, nous sommes tous Camerounais. Si on estime que quand on était petit, on a juste touché la flèche d'un grand roi et que ça a été quelque chose de sacré, qu'on nous a appris que c'est quelque chose de sacré, et qu'aujourd'hui on vous dit qu'il y a un groupuscule de personnes qui s'attaquent à ce qui est de sacré, vous devrez dès l'entame dire que vous condamnez ces différentes personnes. On doit être d'une seule et même voix, les condamner fermement, et que leurs familles se mettent devant, les identifient et les condamnent. Parce que ceux qui s'attaquent à la tradition ne méritent que la malédiction. Sissé Bamanga. Écoutez, monsieur le député, moi je commencerai par saluer déjà la région de l'Ouest et ces chefs-là qui ont un petit peu vécu ce désordre de leurs enfants, parce que les noms sont connus, hein, parce que moi particulièrement, qui est très actif sur les réseaux sociaux, j'en connais quelques-uns avec qui on échange des fois, qui apprécient le travail que nous on fait, mais c'est deux poids, deux mesures, parce que des fois je pose des questions à savoir, mais pourquoi vous faites ce que vous faites? Et c'est bien aujourd'hui que je trouve le frère et ami d'en face du MRC, parce que cette organisation même de la brigade anti-Sardina qui est née après la présidentielle du 7, on ne va pas revenir dessus, en ce moment, depuis leur naissance, ils ont même sablé, ils ont même sali le travail même du parti du frère et ami en face qui est du MRC. Parce qu'aujourd'hui, oui, parce que moi j'ai eu la chance de discuter avec le directoire du MRC et ma question était toujours de savoir, est-ce que la base c'est le MRC? Mais il vous dit comme ce que Bignambou dit là, on ne connaît même pas cette organisation indépendante. Des noms comme le combattant Kemta, Brice Ninche, des Camerounais qui ont des compétences qui peuvent profiter à notre pays. Mais vous voyez, on ne sait pas ce qui les arrive, on ne sait pas ce qui peut passer dans leur tête, mais ils prennent de l'énergie, du temps pour vraiment salir notre pays. En même temps, peut-être à leur décharge, beaucoup estiment qu'ils sont persécutés, poursuivis par les pouvoirs publics, par le gouvernement, et que par le régime, pour faire simple, pour reprendre un peu et qu'ils ont du mal effectivement à rentrer au pays, de mener leurs activités librement et un certain nombre de revendications, et qu'ils se battent évidemment pour que la crise dans la région du Nord-Ouest s'achève. Bref, un ensemble de revendications et de positionnements. Écoutez, monsieur Dipita, quand vous voyez, c'est une organisation bien établie, qui a même des enfants, des nouveaux-nés comme le code, comme le CDD, une structuration comme vous le dites. Pourquoi ne pas se structurer et aller par exemple du côté de l'ambassade du Cameroun, du côté par exemple, ils peuvent s'organiser, voir le ministre de l'Extérieur. On a beaucoup de canaux dans notre pays dont ils peuvent entrer en contact et échanger avec eux. Nous condamnons fermement. Quand je dis nous, je dis en majorité les partis politiques. Hein, nous ne sommes pas d'accord avec ça parce qu'il y a de la manipulation dans cette affaire. Je le dis, n'oubliez pas qu'une fois, ils ont cassé une ambassade et ils ont décroché la photo du chef de l'État pour mettre la photo d'un leader. C'était une grosse manipulation.
N'oubliez pas qu'ils ont des faux profils dans les réseaux sociaux où ils vous attaquent avec des trucs, ils attaquent Meka, ils attaquent Sebam, non, c'est un sardinat, c'est ceci, mais non. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, je me prends comme porte-parole des amis politiques qui sont là et d'autres, c'est que nous tous là qui sommes sur cette table, nous sommes appelés un jour à être aux affaires. Voilà pourquoi nous faisons la politique, voilà pourquoi nous faisons le travail que nous faisons. Parce que dès que nous serons aux affaires, nous allons travailler pas pour le Tchad, pas pour un pays voisin, nous allons pouvoir travailler pour le Cameroun. Alors, je profite de votre antenne et de dire à ces frères de la région bien connue que ce que vous faites, vraiment, ça n'honore pas le Cameroun, ça n'honore même pas vos régions. Et arrêtez ça, s'il vous plaît, car le Cameroun est un pays uni et on a besoin de tout le monde pour que le Cameroun puisse avoir la prospérité. Eric Goff, vous allez peut-être réagir à ce qui a été dit, mais je vais poursuivre également l'échange avec vous pour savoir. Alors, l'exposition se poursuit au Cap-Branly jusqu'au mois de juillet. La sérénité, peut-on dire, est-elle revenue? Y a-t-il lieu d'être inquiet ou alors tout va se dérouler comme prévu normalement pour la suite? Écoutez, la sérénité est revenue puisque aujourd'hui l'exposition, depuis hier, l'exposition continue à avoir lieu, les visiteurs continuent à arriver. Mais permettez-moi quand même de bondir parce que l'interlocuteur précédent a dit une chose qui m'a fait sauter de mon siège. Vous savez, sa chute, c'est ce dont nous qui vivons de la diaspora, ils vivons ici, nous voulons plus entendre cet amalgame de dire qu'ils viennent d'une région, on connaît leur région. Il faut à un moment donné que ce discours s'arrête. Parce que justement, en donnant l'impression de vouloir résoudre le problème, mais en disant ça, vous mettez de l'huile au feu. Parce que justement, qu'est-ce qui a motivé? Parce que c'était un peu l'essence même des activistes de la base en discutant avec ceux qui étaient au Cap-Branly. Parce que disent-ils, on nous accuse d'être bamileke. Tout le monde est boycottable. Les chefs de l'Ouest sont les sardinats en dehors de Soukoudjou. Enfin, vous comprenez que c'est venir écouter les gens dire qu'il y a les familles au Cameroun, on connaît les enfants. Monsieur, je tiens à rappeler que ce sont des adultes. Des adultes. Un adulte est responsable de son acte. La famille n'a rien à y voir. Et la base est une association légalisée en France qui a un statut, qui a un président, qui a un bureau, qui a des institutions. Et je veux même vous surprendre. Pendant la discussion au Cap-Branly pour l'annulation ou pas, je vous rappelle que la préfecture de police a appelé deux responsables de la base qui participaient avec nous aux discussions parce que c'est une association connue. C'était important quand même d'apporter cette précision. La sérénité est venue. Le programme de la route des chefferies est un programme assez vaste. Il y a, entre autres, en marge de cette exposition qui continue son bout de chemin, un forum économique qui aura lieu France-Cameroun, qui est programmé en marge de ce forum. Et il y aura surtout à Paris, et c'est une première mondiale pour l'Afrique, et c'est pour ça qu'il est important de saluer le travail de Sylvain Diaché, ce compatriote camerounais vivant en France, parce que je suis également président de l'association qui défend les intérêts des Camerounais de l'étranger. Donc quand un compatriote de la diaspora peut mener autant d'actions, il est important de l'encourager. Je vais vous donner quelques chiffres. Je vous ai dit tout à l'heure que toutes les œuvres qui étaient exposées au Cap-Branly venaient du Cameroun. Et conçu par les artisans camerounais. Et à côté, nous avons une boutique, c'est des milliers d'œuvres, de livres qui sont vendus par jour. Et nous avons dénombré, enfin j'ai personnellement dénombré une cinquantaine d'artistes, d'artisans camerounais qui vivent au Cameroun, qui sont arrivés en France dans le cadre de cette exposition, qui leurs œuvres sont mises en valeur, ils participent à des stages, donc ils vont faire 2 mois en France, et ils vont rentrer au Cameroun avec un savoir-faire et surtout avec leurs œuvres vendues. Donc il ne s'agit pas simplement d'une exposition, à côté il y a tous ces événements, et comme je disais, il y a le 10 juin, la parade des civilisations. On va voir défiler dans les rues de Paris toutes les 10 régions du Cameroun, toutes les 10 régions du Cameroun, de l'ouest à l'est, du nord au sud. Et là, on va parler Cameroun. Et je vais également, parce que je profite de votre antenne, monsieur Dipita, parce que les gens ont parfois dit que la route des chefferies, pourquoi ce sont les œuvres de l'Ouest? Non, Sylvain Diaché a travaillé dans toutes les 10 régions pour mettre en place des musées
accompagné par son programme La Route des Chefferies. Et il travaille également sur une prochaine exposition qui va s'appeler La Route de l'eau. Il travaille avec le ministre John Mwele sur le projet La Route de l'eau. Il travaille avec le Grand Nord sur la route du Sahel. Donc c'est des programmes qui vont être mis sur pied et qui vont être exposés à l'étranger pour valoriser notre culture. Je peux vous rassurer que tout est revenu dans l'ordre et que heureusement, les œuvres ont été préservées et l'exposition continue son cours. Les enfants de la diaspora, nos enfants qui n'ont pas la chance de se rendre au Cameroun, visitent le Cœur Branly et découvrent à travers cette exposition l'histoire de leur pays, l'histoire de leur village. Pierre Emmanuel, n'y a-t-il pas lieu aujourd'hui de justement mener les réflexions pour savoir comment, qui s'est peut-être contourner, je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire, mais pour que l'impact, pour que l'écho de cette organisation, la brigade anti-Sardinat, ne pèse plus forcément sur les activités publiques des autorités et autres organisées qui c'est peut-être pour la visibilité du Cameroun au-delà de nos frontières, notamment en France et en Europe. Bon, je tiens d'abord à recadrer M. Sophodje, qui m'a qualifié de quelqu'un qui a esquivé de condamner l'acte de la basse par rapport à ces routes de chefferie ou quoi que ce soit. Il est important de fois, quand on écoute, de développer l'écoute active. Il ne faut pas écouter pour écouter, il faut écouter de sorte qu'on retienne quelque chose et qu'en réagissant, qu'on réagisse par rapport à ce qui a été dit. Dans mon propos, si quelqu'un m'a bien écouté, il peut comprendre tout de suite que j'ai condamné cet acte qui est mal posé par rapport à la promotion de notre culture et à la préservation de nos valeurs culturelles. Donc il ne sert à rien tout le temps de crier, d'élever le ton pour se faire entendre. Quant à ce qui concerne les actes ou les stratégies que le gouvernement peut mener pour diluer l'effet de la basse, je pense que le dialogue est la mère de toutes choses. On parle comme ça des Camerounais, même comme de temps en temps le gouvernement camerounais fait souvent des communiqués pour traiter les uns et les autres parmi ces activistes de la base ou d'autres organisations, d'étrangers, de personnes qui ne sont pas de nationalité camerounaise, ainsi de suite. Je pense que c'est un tort. Il s'agit là des enfants du Cameroun, tout comme les séparatistes du nord-ouest et du sud-ouest. Nous savons tous le sang camerounais qui coule en nous. Alors, pour mieux aborder le problème et avancer, il faut s'asseoir, il faut discuter, il faut dialoguer. Il faut d'abord admettre que ce sont des frères, ce sont des Camerounais. À partir du moment où vous ne parvenez pas à circonscrire le problème comme étant, ou à les reconnaître comme étant des Camerounais, il se pose un problème. Un problème de réticence, un problème de manque de confiance entre toutes ces différentes parties. Donc, dans un premier temps, je pense que le dialogue est la base du tout. Le gouvernement doit s'asseoir à table. Ce sont des frères de la diaspora qui agissent derrière cette organisation. Le gouvernement les connaît. Le gouvernement doit s'asseoir pour discuter. Ce sont des compatriotes, ce sont leurs frères, ce sont des enfants, ainsi de suite. Donc, je pense qu'avec le dialogue, on peut résoudre tous les problèmes qu'une nation peut traverser. Et autre chose, c'est que je suis d'accord avec ce que votre correspondant... Eric Golf, qui est journaliste et correspondant. Ce que Eric Golf est en train de dire. Et il y a d'aucuns qui font exprès de circonscrire ce problème à une région. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pris sur eux de démontrer que les partisans de cette organisation sont de l'Ouest uniquement. C'est un tort. Et c'est une façon de mettre l'huile sur le feu au lieu de trouver des solutions pour calmer la situation ou des solutions pour amener les uns et les autres à comprendre que nous luttons tous pour le changement. Pour certains, nous luttons pour le changement dans notre pays et qu'il y a ce qu'on appelle généralement les questions d'intérêt commun, c'est-à-dire qui relèvent de la souveraineté de notre État. Lorsque il s'agit de la couleur ou des couleurs de notre pays, le vert ou jaune,
nous devons taire un certain nombre de choses et regarder dans la même direction. Donc je pense que l'État a tous les moyens. C'est eux qui ont les moyens d'envoyer les gens en mission en France, aux États-Unis. Il y a des gens qui vont souvent en mission en France dont on ne sait même pas quel est le cahier de charge. Voici donc l'occasion qui leur est présentée d'aller rencontrer les responsables de l'organisation de la base. Je ne pense pas qu'ils aient déjà tenté, ou peut-être en coulisses, parce que l'État ne peut pas également dévoiler toutes ces stratégies de médiation et de résolution des problèmes. Peut-être qu'il y a des commissions qui sont en train de travailler avec, on ne sait pas. Mais je pense qu'à mon humble avis, ce n'est pas la voie du dialogue qu'on peut résoudre tous les problèmes qui minent notre pays. Si c'est Bamanga, sur la même question. Oui, écoutez, avant de revenir sur la question, faisons très attention. L'interlocuteur tout à l'heure, Eric Golf, il disait que j'ai indexé ces personnes-là, qu'ils sont d'une région, mais nous venons tous de quelque part, M. Dipita. Moi, on sait d'où je viens. Et maintenant, je vous ai dit à l'entame de la prise de parole que des personnes comme le combattant Kemta, Brice Ninche, Salomé Yankap, Robert Wafowanto, des leaders de la base, mais le dire qu'ils viennent d'une région ne veut pas dire que je cherche des problèmes, ou ne veut pas dire que M. Sibamanga est venu sur un plateau dire que tous les Bamblékés. Non, en fait, faisons très attention. Faisons très attention. Je pense que c'est une dynamique, c'est une organisation qui a une base, qui est bien connue. Tout à l'heure, vous l'aviez dit, le représentant du PCRN en France et tout ça. Ils peuvent vraiment s'unir et aller vers le gouvernement. Je suis sûr qu'en ce moment, Meka, le représentant du RDPC, va beaucoup plus nous en dire. Notre pays, le chef de l'État l'a toujours dit lors de ses discours, qu'il a même parlé de la diaspora à un moment. Venez, on va discuter, on va échanger, on va parler. Et ne pensons pas que c'est des choses qui vont se faire en un claquement de doigts, en une baguette de magie. Non, c'est un processus qui prend un petit peu, qui va prendre un peu comme un engrenage qui a besoin d'être huilé. Moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que ces activistes-là, ces organisations-là, qui sont mécontents, comme d'ailleurs beaucoup de Camerounais. Chez moi, par exemple, dans les régions de chez moi, en majorité, nous sommes mécontents parce que nous manquons d'eau, nous manquons de lumière, nous manquons des choses basiques. Mais nous avons aussi une autre façon de protester. Ce que j'ai envie de dire, c'est que on peut mettre son mécontentement sur la place autrement. Pas dans la violence, dans le respect, parce qu'aujourd'hui, si moi, c'est Bamanga, ressortissant du Grand Nord, je fais quelque chose, si lui, par exemple, ressortissant, je ne sais pas, du centre ou du sud, fait quelque chose contre son pays, contre l'emblème de son pays, contre un haut fonctionnaire ou alors un artiste de son pays, la honte, c'est pour nous. Aujourd'hui, les autres Africains se moquent presque de nous. Quand vous discutez sur les plateformes politiques avec les Sénégalais, avec les Togolais, avec les Burkinabés, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que jusqu'aujourd'hui, il y a la démocratie, vous avez la chance que vous avez un président de la République qui a ouvert la brèche, vous parlez, vous dites ce que vous voulez, mais jusqu'aujourd'hui, les acteurs dans votre pays ne connaissent pas encore manipuler, ne connaissent même pas encore la valeur de cette liberté d'expression qu'on vous a donnée presque à tous les prix, ou alors à des prix connus, parce qu'il y a beaucoup qui sont malheureusement derrière les barreaux parce qu'ils sont allés un petit peu au bout de leur pensée. Mais ce que j'ai envie de dire pour chuter, c'est que nous tous aujourd'hui, on est unanimes ici à dire que, attention, ce pays nous appartient tous, que ce soit le MRC, que ce soit le FSNC, que ce soit le PCRN qui rêve de prendre le pouvoir dans les mains du RDPC qui est représenté ce soir par Meka. Quand nous allons prendre ce pouvoir, ce n'est pas pour casser. C'est pour ajouter sur ce qui a déjà été fait. Le Cameroun est un beau pays et tous les Camerounais sont beaux. On a besoin de vous pour construire et non pour détruire. Et dis sur ce qu'il y a lieu de faire. Je peux vous dire que je suis particulièrement content ce soir parce que la précision que monsieur Bignam vient de faire change le cours de l'histoire politique au Cameroun depuis ces 2 ou 3 dernières années. Monsieur Bignam, ce soir, s'est désolidarisé par rapport aux actes qu'a posé la base. Franchement, c'est un discours qu'on devrait applaudir. Et je vous dis pourquoi c'est un tournant important. Parce que la tradition n'est pas au-dessus de l'État.
Je veux dire que ce soit juridiquement ou que ce soit politiquement. Je veux dire, si aujourd'hui, on est en mesure de s'indigner parce que nos frères se sont attaqués à notre tradition, ça veut dire qu'on peut davantage et beaucoup plus encore s'indigner quand les gens se sont attaqués aux ambassades, ont cassé les effigies, ont pris la photo d'un individu, fut-il leader d'un parti politique, pour le mettre en lieu et place de celui d'un chef de l'État. Donc je veux dire que si aujourd'hui, on arrive déjà au MRC à avouer et à le savoir, ça veut dire qu'on peut aussi retourner en arrière et constater que ça a été un discours qui a été mal placé à ce moment. Donc, la base ne fait pas un bon travail. Tout le monde doit le critiquer. Moi, je suis vraiment... je comprends un peu la position de M. Kouachou ce soir. Vous savez, il est partie prenante d'une organisation, d'un événement qui se passe au Quai Branly et il vit pratiquement avec la détente ou de la gâchette de la base sur leur tête là-bas. Je comprends que, du coup, il faut un peu avoir un discours policier à l'égard de la base. Mais il faut qu'on se dise la vérité. C'est quoi l'objectif de la base? La base n'a pas un objectif qui soit de façon à construire quelque chose. C'est des gens qui cassent tout, qui détruisent tout sur leur passage. La preuve, voilà qu'ils attaquent la tradition. Et maintenant, quand il dit qu'on ne doit pas limiter ça à un groupuscule ethnique ou tribal, machin, mais qu'est-ce qu'il raconte? Dans son propre discours, il dit que les gens de la base ont fait ce coup d'éclat. Parce qu'il fallait démontrer que... Il fallait dire aux gens que la base peut aussi attaquer les choses qui viennent de l'Ouest. C'est ce que lui-même l'a dit, c'est ce que lui-même l'a laissé entendre. Que non, la base a dit que non, il faut qu'on manifeste à cet événement. Parce qu'il faut que les gens comprennent que la base n'est pas juste un mouvement tribal, c'est-à-dire qui ne s'attaque aux intérêts qui ne sont pas de l'Ouest. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont fait ce coup d'éclat. Donc il faut qu'on le reconnaisse. C'est un mouvement qui est foncièrement tribal. Je veux demander à tout le monde qui veut me prouver le contraire, qui me cite le nom de 5 personnes de la base qui n'ont pas une connotation de l'Ouest. On me dit que c'est une association bien. L'association, et qu'on peut sortir l'acte de création de l'association, qu'on pose l'acte de création de l'association sur la table et qu'on me dit, ok, tous ceux qui sont derrière cette histoire ne sont pas de l'Ouest. Pourquoi aujourd'hui, eux, ils ramènent ça à un problème de l'Ouest? C'est eux-mêmes qui ont ramené au problème de l'Ouest, M. Dipita. Nous tous, nous avons suivi la prise de parole. Il nous a bien fait comprendre qu'il a fallu, c'est-à-dire qu'ils sont allés manifester comme pour dire que même les chefs traditionnels à l'Ouest sont sardinats, sauf le roi Soukoudjou. Ça veut dire qu'il y a toujours ce relan de tribalisme, cet ethnofascisme derrière. Et c'est ça que nous devons tous condamner. Donc, pour terminer, je voudrais dire que nous sommes d'accord. Les points pour lesquels nous sommes d'accord, premier point, c'est que la base, tout le monde s'indigne et condamne l'attitude de la base. Je dis tout le monde, même le MSC, on est d'accord ce soir. Et si on s'indigne et qu'on n'est pas d'accord parce que la base s'est attaquée à la tradition, c'est qu'on ne peut pas être d'accord quand la base s'attaque à notre institution ou à notre État. Ça, c'est la première chose qu'on peut retenir. La deuxième chose qu'on peut retenir, c'est que tous les éléments portent à croire que ce mouvement est un mouvement tribal ou ethnocentriste. De par leur organisation et de par les objectifs qu'ils se donnent quand ils vont attaquer un certain nombre de mouvements. Et la troisième chose que je voudrais dire ici, à l'égard de M. Kouachou, je n'ai jamais dit qu'on va attaquer des familles ou des personnes ici. J'ai dit que la famille est le lieu par excellence de la résolution de tout conflit en société. Ça veut dire quoi? Si on m'appelle, on me dit que ton fils à l'école a battu son camarade, je ne vais pas dire qu'amener mon fils en prison. Moi, en tant que famille, en tant que son parent, je dois l'appeler, lui dire que mon fils, ce n'est pas l'éducation que je veux te donner. Pourquoi derrière, quand on dit les familles, pourquoi les gens ont l'impression qu'on est en train de dire d'aller arrêter les familles? On sait que c'est un régime qui nous dirige, mais ce n'est pas aussi un totalitarisme. Pierre-Emmanuel, d'accord. Ok. André Luther. Non, je voudrais dire que ce qui se passe sur ce plateau démontre que la jeunesse camerounaise comprend les enjeux. Et moi, je l'ai toujours dit, et j'assume cela, que ce qui arrive, ce désordre orchestré, cette sauvagerie politique orchestrée, est l'apanage du MRC. Je mets cela dans l'actif de Camto. Parce que lorsque j'ai analysé la sémantique de Camto, lorsque j'ai analysé la vision de Camto, c'est une vision d'une ascension politique tribale et qui est greffée par une société civile effectivement noyauté par le tribalisme. Ce qui se passe là, si on fait déjà le bilan et on me le met dans le compte du MRC, les ambassades ont été cassées
carrément cassé. Il y a eu des indices de preuves qui démontrent que cette société civile est affiliée à Kamto, parce qu'ils mettaient les effigies de Kamto partout. Donc, aucun homme politique... Quels sont ces indices? Mais c'est des effigies, c'est-à-dire que Ça peut être de la manipulation aussi. Non, aucune manipulation. Dès lors qu'un groupe organisé agit dans l'action collective et pose les effigies d'un homme politique, effectivement, le parallélisme que nous faisons, c'est que ce groupe agissant a fait allégeance à ses leaders politiques. Le leader, c'est tout le temps. Et je voudrais également, mais il faut quand même faire ce recadrage. Non, il n'y a pas de recadrage. Le MRC s'est toujours désolidarisé. Non, il faut le dire. C'est le déni. Il faut le dire. Même par principe, il faut le dire. Il faut le dire et il faut le reconnaître. Je vais le dire. Le MRC s'est systématiquement désolidarisé des actions de la base, surtout les cas de l'ambassade. D'autant plus qu'il y a eu des procès pour lesquels le MRC s'est porté partie civile et a défendu son honneur. Bon, donc je pense qu'il faut, au moins le dire pour être... Si vous voulez, pour sauver l'émission, le fait que le modérateur a... C'est pas une question de sauver l'émission, je parle des faits. Donc, je voudrais donc dire ceci. Je voudrais dire que lorsqu'ils allaient casser, nous avons vu une vidéo assez expressive où le général Wanto a rassemblé les troupes et a dit que le groupe est salué par le président Kamto qui encourage et félicite les combattants. La vidéo existe encore. Quand ils ont commencé à casser, ils ont commencé à mettre les effigies de leurs leaders. C'est comme ça que moi j'appelle ça, leader. Il y a des vidéos où les élites du MRC participent aux réunions. Il y a des photos. Ce qui veut dire qu'il y a des connivences, des alliances, des accointances entre cette société civile sauvage et le MRC. Et d'autant plus que lorsque nous analysons chronologiquement, de façon diachronique, l'emprise, n'est-ce pas, l'idéologie, n'est-ce pas, de cette société civile, elle était pratiquement dans l'agression physique de tous ceux qui s'opposaient, n'est-ce pas, au MRC pendant la présidentielle. Et ceux qui sont allés chanter ou manifester, faire allégeance au président Paul Biya. Je suis en train de faire là une analyse politique, n'est-ce pas, pour dessoucher, pour désosser, n'est-ce pas, pour dévoiler l'activation de cette société civile par le MRC. Et je dis que ce qui se passe là est très grave. Parce que cette société civile ne fait pas de distinguo entre la culture, qui est notre identité, qui est notre groupe d'appartenance, qui retrace nos faits, nos mythes, nos légendes, de génération en génération, et la politique. Il n'y a pas de distinguo. Ils ont agressé les artistes, ils ont agressé les hommes politiques. Aujourd'hui, ils sont en train d'agresser la tradition, d'agresser notre identité personnelle, d'agresser nos ancêtres, nos aïeux. Et je dis que le peuple camerounais doit prendre Kamto responsable de cette dérive. Responsable de cette dérive parce que c'est à la présidentielle, par rapport, n'est-ce pas, à ceux qui ont refusé de soutenir Kamto, que la base est née. Et je voudrais dire ici, et je le répète encore pour une fois, pour terminer, il est temps, moi je pense qu'ils ont touché les interdits. Et je crois à la tradition camerounaise, je crois à la tradition de l'Ouest, je crois à la tradition bamileke. Il est inadmissible qu'un enfant profane la tradition, profane les objets sacrés de nos aïeux et que rien ne leur fasse. Alors, s'il n'y arrive rien, l'hypothèse c'est que cette tradition n'existe pas. Donc, il est clair que les chefs traditionnels doivent nous démontrer qu'ils sont encore les gardiens de la tradition et qu'ils sont capables de démontrer que la jeunesse camerounaise doit défendre, n'est-ce pas, les traditions. Pierre-Emmanuel Bignamdi, un mot. Oui, Eric Gold va dire le dernier mot et puis on va sortir de ce premier thème. Je vais dire un mot dessus parce que le président de mon parti, professeur Maurice Kamto, a été accusé par M. Mika sur ce plateau devant tout le Camerounais et devant tous ceux qui suivent cette émission. Mais avant d'y arriver, je vais d'abord commencer par sa chute en disant que, puisque apparemment il l'a dit avec emphase, il attend peut-être des répercussions, peut-être qu'il attend des décès ou que les malédictions s'abattent. Mais je veux le dire que la tradition est amour.
La tradition est amour. Tous ceux qui m'écoutent savent que la tradition est amour. Chez nous, les Bassa, il y a ce qu'on appelle le mbok coranton. Le mbok coranton, c'est le plus mauvais de mbok. Ce n'est pas l'idéal. Un vrai bombok, c'est un bombok qui est amour. Un bombok ne tue pas, la tradition ne tue pas, la tradition aime, la tradition bénit, la tradition ne maudit pas. Donc, faire l'apanage ou l'apologie d'une tradition qui va maudire ses propres enfants, ce n'est pas ça la tradition. Alors, je reviens maintenant sur l'accusation qu'il a faite du professeur Kamto. Le professeur Kamto lui-même a dit que si les Camerounais l'aiment, qu'est-ce qu'il peut en faire? Si je passe dans la rue, les femmes, les jeunes femmes, des femmes mariées, des jeunes filles estiment que Pierre-Emmanuel Bignam est beau et qu'elles tombent amoureuses de moi, qu'elles m'aiment, et que leur mari se mette à les taper à la maison, alors que je n'ai aucun lien avec ces femmes. C'est moi le problème? Non. On ne force pas l'amour. Les Camerounais, je vous ai dit tout à l'heure que les Camerounais de tous bords aiment Kamto. Qu'ils soient des Camerounais du RDPC, qu'ils soient les Camerounais du MRC, du FSNC, les Camerounais des séparatistes, les Camerounais de la Basse, puisqu'ils se reconnaissent tous Camerounais. C'est d'abord ça la première chose. Je vous ai dit, il ne faut pas exclure certains compatriotes de la nationalité camerounaise et de l'appartenance à notre nation. Tous sont Camerounais. Si les Camerounais de tous bords aiment Maurice Kamto, si les femmes aiment Pierre-Emmanuel Bignam, est-ce ma faute? Non. Est-ce la faute de Kamto? Non. Si les Camerounais détestent Paul Biya, parce que Paul Biya était très aimé, je vais vous dire ça, parce que quand vous parlez souvent des choses, vous ne savez pas. Paul Biya était comme un dieu pour les Camerounais. En 1982, ma mère me dit, mon fait père, mes oncles, tout le monde, que quand Paul Biya est monté au pouvoir, c'était l'espoir de tous les Camerounais. Ce monsieur était plus qu'une rockstar. Aujourd'hui, à cause d'un bilan catastrophique que tout le monde connaît, si cet amour est devenu la haine, parce que dans la passion a une chose ou des choses qui vont ensemble. L'amour et la haine, ce sont des expressions de la passion. Autrefois, les gens aimaient Paul Biya quand il venait d'être élu. Il a fait un discours sur la rigueur et la moralisation. Et 40 ans plus tard, le Cameroun est en lambeaux. Nous sommes face à des crises multiformes que notre pays est en train de connaître aujourd'hui, avec un bilan économique qui est dévasté. C'est-à-dire que c'est le pire bilan qu'un président ait connu dans notre pays, parce que son prédécesseur, Aïdjo, a fait meilleur que ça. Donc, ça veut dire que cet amour aujourd'hui est devenu la haine. Les Camerounais n'aiment plus Paul Biya. Et on ne force pas l'amour. Il faut demander aux jeunes filles quand elles tombent amoureuses pourquoi elles aiment telle personne plutôt que l'autre. Donc on ne force pas l'amour. Les Camerounais aiment Kamto. Ce n'est pas sa faute. Vous n'allez pas me dire que les gens qui ont cassé, qui ont brûlé la sous-préfecture, la maison du sous-préfet de Bembis, c'est Paul Biya qui les a envoyés. Ceux qui ont séquestré Famin Dongo, le ministre Famin Dongo, dans le sud, qui sont sortis bloquer les routes pour que les voitures ne circulent pas. C'est le président du RDPC qui les a envoyés. Moi, je ne dirais pas oui, parce que je suis du MRC et que je veux noircir l'image de Paul Biya. Ce n'est pas Paul Biya qui a envoyé les gens brûler le domicile du sous-préfet sous l'égide ou bien sous la casquette de militants du RDPC. Les militants du RDPC ne brûlent pas. C'est la différence entre vous et nous. Nous sommes francs dans notre discours et nous disons les choses telles qu'elles sont aux Camerounais et ils reconnaissent que c'est vrai. Je m'arrête là. Alors, on va terminer cette première partie avec vous, Eric. Peut-être le mot de la fin là-dessus. Allô? Oui, allô? Oui, vous allez dire un dernier mot et puis on ressort de là. Merci pour cette émission. Je voudrais dire que je ne suis pas comme les panélistes un homme politique. Je suis journaliste, je donne les faits
et rien qu'elle fait. Donc, je dis que j'ai quand même la chance d'être quelqu'un qui, depuis 15 ans en France, suit les activistes. Je les connais un peu. J'ai vu naître la brigade anti-Sadina. Je les ai vus se radicaliser. Je les ai suivis en tant que journaliste. Donc, j'espère que vous n'oubliez pas que j'ai fait l'objet d'interpellation au Cameroun. J'ai été soupçonné par les autorités au Cameroun d'être celui qui avait donné à Calipro un badge au centre d'agriculture. Et que après 2 semaines d'enquête, j'ai été libéré et lavé de tout soupçon. Donc, je parle des activistes camerounais en France, je les connais personnellement, je les ai suivis. Il n'est pas ici pour moi de donner des noms, mais il y a un intervenant qui a demandé de citer 5 noms. Je peux lui en citer près de 30 qui ne sont pas de l'Ouest. Ce n'est pas le débat. Ce n'est vraiment pas le débat. Voilà. En ce qui concerne la main tendue, je vais quand même rappeler que le nouvel ambassadeur du Cameroun en France, André Magnus Ikoumou, est arrivé avec une politique de main tendue. Il a dit, ce sont ses mots, lors de sa remise de lettre de créance, il a reçu la communauté, il a reçu les présidents d'associations, il a reçu les chefs de communauté et il leur a dit que le chef de l'État l'a envoyé en France pour discuter avec ses enfants et tendre la main à ses enfants. Donc, depuis qu'il est en poste, à travers des différents événements, il essaie d'étendre la main, il essaie d'expliquer, il essaie de répondre bien à son niveau à certaines questions, mais la brigade anti-Sadina, ils ont certaines exigences qui dépassent son niveau. Certains leaders avec qui j'ai échangé, j'ai souvent interviewé, il y a eu des approches. Je peux même vous dire ici qu'il y a des députés, notamment le député Ngacha, de la diaspora, du Red Code, qui a essayé de rentrer en contact avec certains leaders pour discuter avec eux afin de porter leurs revendications à l'Assemblée nationale. Ces leaders ont donné leur a tout simplement dit que c'était impossible et les préalables selon eux, c'était que pour discuter de quoi que ce soit, il faut la fin de la guerre aux Nozo et il faudrait que le président de la République libère les prisonniers, entre guillemets, enfin, ce qu'ils appellent les prisonniers politiques. Donc leurs revendications sont connues, c'est un mouvement connu, identifié, les leaders sont connus, et par les autorités camerounaises et les autorités françaises, puisqu'il faut le dire, que ce soit les Amazones, que ce soit la brigade anti-Sadina, ce sont des organisations accréditées en France. Il ne vous est pas échappé qu'ils sont parfois reçus à l'Assemblée nationale, au Sénat, ils participent à des débats, donc ce ne sont pas des fous qui sortent de nulle part, on les connaît et c'est une organisation identifiée. Donc l'État seul sait comment entrer en contact avec eux. Moi, je ne suis pas venu ici dire que ce que la brigade Sadina fait est bon ou pas, c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de rendre compte et de donner des faits et rien que des faits. Merci infiniment à vous, Eric Golf Kouachou, d'avoir accepté d'apporter du vôtre. Hein. Je le rappelle, vous êtes journaliste, correspondant de Canal 2 International en France. Et au détour de cette actualité, vous avez donc accepté. Merci de nous apporter ce que vous en savez. Transition, et puis on va prendre le deuxième thème de ce soir pour le débat. Un thème qui, on peut le constater, hein, qui se tient d'ailleurs avec le premier. Cameroun-France, le doigt dans l'œil. Là également, c'est au détour d'une autre rencontre opportune, fortuite. Les panélistes vont peut-être le dire. Hasard pur, je ne sais pas trop. Wilfried Ekanga, qui lui est militant du MRC, activiste, a suscité une autre réaction, cette fois-là du président de la République française, Emmanuel Macron, pardon. Et la sortie de Macron a entraîné celle de René Emmanuel Sadi. Et tout ceci se déroule quelques jours seulement après l'entrevue entre le président de la République, Paul Biya, et l'ambassadeur de France au Cameroun. Alors, Eddy, peut-on penser ou se dire, comme certains veulent le faire croire, que Emmanuel Macron a une technique assez subtile de s'adresser au président Biya? Ce n'est pas la première fois qu'il rencontre, du moins qu'on assiste à ce genre de sortie. Est-ce que pour les questions sensibles, pour des sujets, j'ai failli dire, parce qu'il parle des prisonniers politiques, comme le disent les amis du MRC, il parle de la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest,
Est-ce une technique pour Emmanuel Macron pour ne pas, qui sait, fragiliser les relations entre France et Cameroun, technique d'adresse au président Biya? De toutes les façons, on devrait beaucoup regretter le fait que le président Macron est, pour homologue camerounais, un chef d'État qui a pratiquement son âge. Je veux dire que, qui a son âge en termes de mandat. C'est-à-dire que si le président Macron a aujourd'hui 49 ou 40 combien d'années, je pense que M. Paul Biya se revendique d'une quarantaine d'années au pouvoir. Ça veut dire que M. Macron est né et a grandi quand M. Paul Biya était déjà au pouvoir. Donc il faudrait déjà qu'on essaie un peu de regretter ce fait. Si on était un royaume, ça ne choquerait personne que le roi du Cameroun, Paul Biya, peut-être soit, je vais dire, méprisé par Macron et que nous tous, nous en soyons choqués parce que je ne pense pas qu'il y ait un Anglais qui puisse accepter que la reine d'Angleterre soit méprisée. Mais actuellement, nous parlons de notre chef de l'État dans un régime démocratique, c'est-à-dire dans lequel l'alternance doit primer pour que la démocratie puisse respirer. Et je voudrais dire que l'attitude que M. Macron a aujourd'hui à l'égard de Paul Biya, il a moins cette attitude avec beaucoup d'autres présidents. L'Afrique a pratiquement plus de 50 pays. Quand il s'adresse ou bien quand il est face au président du Ghana, ce n'est pas le même comportement qu'il affiche. Quand il est face au président du Rwanda, ce n'est pas le même comportement qu'il affiche. Et on n'arrive pas à comprendre la condescendance diplomatique que nous vivons depuis un certain moment, parce que c'est une sorte de condescendance diplomatique, de montrer à un individu qu'on n'a plus de respect pour lui. Parce que je pense que s'il avait tout au moins un respect, peut-être pour son âge, il ne parlerait pas de lui en public et n'importe comment, puisqu'il y a des voies diplomatiques peut-être pour qu'il puisse s'échanger. Si aujourd'hui, il se retrouve en public à lâcher des mots. Mais il y a également un devoir de transparence, non? Il est interpellé par un Camerounais sur des questions qui concernent. Tout ça, c'est de la communication politique. Quand je dis communication politique, tout ça, c'est parfois des arrangements, des mises en scène. Il y a plus de 1000 personnes qui étaient à cet endroit. Pourquoi spécifiquement il n'a répondu qu'à ce Camerounais? Pourquoi en l'espace de 2 ans, c'est à des Camerounais qu'il a répondu de la sorte? Tout ça, c'est des mises en scène. Tout ça, c'est de la politique. Il pouvait l'ignorer. Il pouvait poser la question, l'ignorer, il passe, ou bien il donne d'autres réponses qui sont différentes. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que le Cameroun ne mérite plus d'avoir un tel mépris, un tel manque de respect. Et ce que moi je retiens, j'ai retenu 2 choses qui m'ont démontré à dessein que le président français, au-delà de ce qu'il dit au chef de l'État, se moque de tous les Camerounais. Et se moque même des Africains. Parce que quand il parle de transition démocratique, nous avons vu Emmanuel Macron très actif ici au Tchad à côté pour adouber le fils d'Idriss Déby. Nous ne pensons pas que ça a été une transition démocratique. Alors qu'au même moment, il est en train de faire la guerre au Mali pour des choses qui se passent pratiquement dans les mêmes contextes. Donc, nous sommes en train de dire que ne prendre que sur cet angle, on comprend que son langage, c'est de l'insulte. Quand il parle de transition démocratique, il ne le pense pas. C'est une façon de dire poliment à notre chef de l'État que vraiment il faut laisser cette affaire. Maintenant, le deuxième point, puisque j'ai relevé 2 choses, la deuxième chose que j'ai relevée, c'est la réponse qu'il a donnée à M. Ekanga en lui disant qu'il ne peut pas armer l'opposition camerounaise pour prendre le pouvoir. Et en ce moment, il ne s'adresse pas qu'au chef de l'État, il s'adresse à tous les citoyens. Et bien évidemment à celui qui l'interpelle en public pour lui dire qu'est-ce qu'il peut faire. Il ne peut rien faire. C'est à chaque citoyen de prendre son destin en main et de mener le changement dont nous avons besoin. Aujourd'hui, nous avons plusieurs partis politiques. Nous avons vu des partis politiques qui sont allés aux élections présidentielles malgré la crise dans le Nozo, malgré que le code électoral n'arrangeait pas tout le monde. Nous avons des partis, tout le monde, nous sommes allés aux élections, mais seulement au lendemain des élections, il y a un autre parti qui a découragé des gens à poursuivre la voie démocratique du changement. Et il a découragé ces citoyens en les orientant toujours vers de l'insurrection. D'accord. C'est-à-dire que... Pour terminer, c'est-à-dire que Emmanuel Macron, dans cette phrase, a donné le sens du changement que les Camerounais doivent adopter. On n'attend pas, il n'y a aucune puissance étrangère qui viendra vous donner les armes pour que vous renversez le régime qui est en place ou pour que vous preniez le pouvoir. Vous devrez faire de l'autodétermination et ça se joue sur le terrain politique.
Rencontre fortuite, technique de communication, message à l'endroit du président Biya et des Camerounais. Non, moi je pense que mon jeune frère n'a pas tous les secrets d'un mariage. Parce qu'il peut y arriver dans le mariage que le mari ne contrôle plus sa femme et qu'il commence effectivement à faire la cour à quelqu'un qui ne fréquentait jamais et qui ne considérait jamais. Et c'est là-bas qu'il essaie, n'est-ce pas, de se confesser pour pouvoir attirer l'attention d'une femme qui ne maîtrise pas. J'ai l'impression que, contrairement à ce que dit le frère, en disant qu'il y a une condescendance diplomatique, moi je pense qu'il y a, n'est-ce pas, ce qu'on peut appeler un président plénichard. Un président qui pleurniche du fait que le Cameroun, qui était un précaré, une chasse gardée de la France, a décidé, n'est-ce pas, de faire l'ouverture vers d'autres partenaires. Et il arrive aujourd'hui que la France qui est en crise, et notamment l'Europe qui est en crise, et la France qui perd un certain nombre de parts de marché, commence à faire pression, n'est-ce pas, à son précaré, le Cameroun, qui est la plaque tournante de l'Afrique centrale. Et cette pression se fait, n'est-ce pas, par un parti politique qu'on veut faire miroiter, n'est-ce pas, l'ouverture qu'est d'Orsay. Parce qu'il faudrait le dire, les mêmes simulations, la même théâtralisation est déjà à deux occurrences. La première fois, c'était un activiste parfois qui était inconnu, apatride. Aujourd'hui, c'est un oisif camerounais qui n'a pas d'emploi, qui est en France. Vous imaginez un président de la République qui descend de son piédestal pour rencontrer des déclassés sociaux, pour parler à un pays. Cela veut dire que ce président a un problème. Et je vais vous le dire honnêtement, le problème de la France aujourd'hui, c'est que le Cameroun s'est émancipé et le Cameroun a décidé de prendre son propre destin en pouvant nouer des coopérations avec un certain nombre de pays. Et cela, j'ai l'impression que titille le président français. Cela fait en sorte qu'il puisse, j'allais dire, perdre ses moyens pour pouvoir utiliser des enfants, on peut dire des enfants, pour parler, n'est-ce pas, du Cameroun, du moins, parce que les gens ne comprennent pas le langage politique, parce que ça, c'est pas la diplomatie, c'est le langage politique. Le langage politique, c'est un peu un trafic d'influence, hein, en disant, chaque fois que vous voyez qu'un marché vous a échappé ou telle chose vous a échappé, vous vous retrouvez sur la place du marché, vous dites, écoutez, il faut faire ceci, il faut faire cela. Je dis non. Et je dis que c'est très honteux pour les jeunes Africains qui reviennent à l'étape de l'esclavage, à l'étape du nègre, pour pouvoir rehausser, pour pouvoir être l'escalier, n'est-ce pas, d'un chef d'État qui voudrait, n'est-ce pas, flatter ou tendre la main. Parce qu'en fait, ce n'est même pas qu'il menace, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il veut flatter le Cameroun. Il veut tendre la main au Cameroun pour qu'il y ait une négociation. C'est un peu ce que M. Bignam voulait faire au premier thème. En démontrant qu'il y a une sorte de rapport de force avec la base et qu'il faille aller négocier, le Cameroun ne devrait pas négocier. Le Cameroun doit prendre son destin. Le Cameroun a pris son destin. Et je dis que vraiment le MSC est en train de faire un suicide politique. Un suicide politique parce que la France est en disgrâce dans l'opinion africaine. Parce qu'il faut le dire clairement, les États travaillent avec la France parce que c'est les rapports gagnant-gagnant, mais dans l'opinion africaine, la France est en disgrâce. Et j'allais dire, les jeunes, la diaspora du MRC est en train de servir de piédestal ou d'escalier à une France qui n'a plus les repères en Afrique et qui est en train de se chercher, si on peut parler comme ça, en termes trivial. Et c'est pour ça que je dis que Ekanga est l'insigne même de la damnation africaine, de l'opprobre africain, parce qu'il est l'un des jeunes qui nous ramène dans des problématiques de colonisation, de néocolonialisme et dans les problématiques d'esclavage. Où vous, un chef d'État, vous rencontre dans la foule, parce qu'en fait c'est une simulation. Nous savons très bien que pour rencontrer le président Macron, il faut écrire au Quai d'Orsay, et on essaie de simuler une rencontre fortuite, mais il fait ce qu'on appelle la métacommunication. Parce que pour moi, la métacommunication, c'est une communication sur la communication. Il ne s'adresse pas à M. Ekanga. Il fait des clins d'œil au gouvernement camerounais, il essaye de flatter l'opinion camerounaise en pensant que
il va faire le trafic d'influence au gouvernement camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Et moi, je dis, ça devrait être normalement un jeu gagnant-gagnant. J'espère que ceux qui jouent à ce jeu auront des papiers, parce que j'ai appris que... Il n'y a pas de papier, Kanga. Non, je ne sais pas. Moi, je sais qu'il cherchait du travail ici. Bon, peut-être que Macron lui a trouvé du travail là-bas. Mais ce que moi, je sais, c'est que j'espère que c'est un jeu gagnant-gagnant où il va donner les papiers à ces jeunes-là qui sont des oisifs politiques et qu'il va essayer, n'est-ce pas, de régulariser leur situation. Mais en ce qui concerne le Cameroun, et la tendance que nous voyons dans le destin du Cameroun, je crois que les Camerounais eux-mêmes savent que le Cameroun a pris son propre destin en main et qu'il est important aujourd'hui que nous ne soyons plus, n'est-ce pas, la caisse de résonance de ces colons-là. Et c'est pour ça que j'ai toujours des problèmes avec les orientations du MRC. Parce qu'il se présente comme activiste du MRC. J'ai des problèmes parce que M. Kamto même avait fait des clins d'œil, je ne sais pas, à Le Monde ou dans un journal à la France, comme s'il voulait dire que si la France le met au pouvoir, il va travailler avec la France. Mais c'est un suicide politique. C'est un suicide politique. Aujourd'hui, nous constatons dans l'opinion que le MRC, et notamment M. Ekanga, est mal coté. Parce que nous ne sommes plus à cette époque de la colonisation. Il y a nos ancêtres qui sont morts. Et M. Ekanga est en train de retourner dans la tombe les Oumniobé, le Sende Afana, hein, les sultans Djimoudou, qui sont morts pour chasser, n'est-ce pas, la prédation, le pillage et la colonisation au Cameroun. Pierre-Emmanuel, sur la même question. Ce plateau ce soir. Bon. Déjà, il faut dire que ce n'est pas le mouvement pour la renaissance du Cameroun qui a mandaté M. Ekanga pour aller faire sa sortie. C'est bien. Je le précise. C'est le délit permanent. Je le précise. Et M. Ekanga, je ne le connais pas personnellement, je peux vous le dire. C'est un ami politique que j'apprécie beaucoup, mais je n'ai jamais eu de contact physique avec lui. Je sais quand même que c'est un intellectuel qui est en même temps auteur de beaucoup de livres, donc c'est un écrivain. Donc je me limite à ce niveau. Maintenant, je vais revenir sur la relation entre la France et le Cameroun et la France et l'Afrique pour essayer un peu de situer, parce qu'on ne peut pas analyser une telle communication, et je suis d'accord avec M. Meka, c'est une communication politique. On est là dans le champ communicationnel. On ne peut pas aborder ce problème ou cette sortie sans toutefois faire une analyse géostratégique et géopolitique. Sur le plan géopolitique, la France, depuis les années des indépendances, c'est-à-dire que 1960 à aujourd'hui, est impliquée au moins à 70% de plus de 200 coups d'État que l'Afrique a connus. Surtout dans les pays où elle avait la main mise, c'est-à-dire que dans son précaré. Nous savons que la France a été impliquée parce que c'est quelque chose qui n'est pas un secret de polichinelle pour qui que ce soit. La France, à travers ses mercenaires, a participé à la guerre dans le Katanga, a participé à la guerre dans le Congo démocratique, qui était avant le Zaïre. Nous savons également que la France a participé à la guerre d'Algérie, aux différents coups d'État que nous connaissons dans l'Afrique de l'Ouest. La France, à travers les mercenaires comme Bob Denard, a fait et défait les pouvoirs en Afrique, des chefs d'État, jusqu'au point où on a nommé Bob Denard, monsieur le vice, on l'a nommé monsieur le vice-roi de l'île Comore, parce que voilà quelqu'un qui, à travers, il était la main armée de la France, une main armée officieuse, parce qu'il faut aussi le préciser que la France a souvent été l'objet de certains coups d'État pour lesquels elle ne s'est pas prononcée officiellement avec l'armée française, mais a utilisé son bras armé des organisations indépendantes et privées qu'on appelait des mercenaires. C'est comme ça que nous savons que Bob Denard, par exemple, a maintenu
a maintenu le roi Abdallah au pouvoir en 1975 et puis l'a encore enlevé en 1978, ainsi de suite, ainsi de suite. Et Bob Denard a participé à la guerre et au coup d'État en Centrafrique. On va citer quel pays, on va oublier quel pays, dans beaucoup de pays. Donc, la France a été l'objet de la déstabilisation de l'Afrique. Parce que les coups d'État ont apporté la démobilisation, une démobilisation au niveau interne et au niveau externe. Et les coups d'État ont favorisé l'immigration vers leur pays, où aujourd'hui ils sont en train de refuser de légaliser et de régulariser les ressortissants africains. Les coups d'État ont été l'objet des crises alimentaires que l'Afrique a connues. On sait ce qui s'est passé avec la guerre du Biafra, où la France était fortement également impliquée, avec plus de 10 millions de morts. La guerre du Katanga a également causé des millions de morts. C'est du fait de la France, de la Belgique et des puissances occidentales. Donc, sur le plan géopolitique, aujourd'hui, il y a un sentiment anti-français qui est en train de monter, surtout dans le précaré français. La France est en train de perdre la main au niveau des accords de défense et de sécurité avec le Mali récemment, avec le Cameroun qui a signé un nouvel accord de défense et de sécurité avec la Russie. La France est en train de perdre la main sur beaucoup de pays. Et donc, il est de bon ton aujourd'hui que la France trouve les voies et moyens pour sauvegarder la position qu'elle occupe, ne serait-ce que sur le plan sécuritaire, parce que sur le plan économique, la Chine a damé le pion à la France. Par exemple, au niveau de la balance commerciale entre le Cameroun et la Chine. Ouais, vous dites que c'est toujours pour ces enjeux géostratégiques. Je reviens, je suis en train d'aborder un pan d'abord, pour démontrer que la France a tout intérêt à utiliser tous les moyens aujourd'hui pour sauvegarder ses intérêts géostratégiques au Cameroun et dans son précaré en Afrique. Maintenant, de l'autre côté, je le dis et je ne le dirai pas assez, ce sont nos chefs d'État qui ont prêté le flanc. Lorsque vous vous déclarez vous-même le meilleur élève de la France, c'est Paul Biya lui-même qui l'a dit qu'il était le meilleur élève de Mitterrand. Okay? Ce n'est pas moi. C'est Paul Biya lui-même qui est allé rendre compte de ce qu'il a appelé le grand débat national à Macron, à Lyon. Ce n'est pas moi. Et il a dit que je suis venu rendre compte à Macron des résolutions du grand débat national. Au nom de quoi il va rendre compte à Macron alors qu'il est président d'un État souverain? Donc, ce sont nos chefs d'État qui prêtent le flanc. Tout récemment, vous voyez par exemple l'affaire de M. Plaka, ce correspondant de RFI, qui a fait une sortie en indiquant sur la base du bulletin de santé du président Paul Biya qu'il ne retournerait plus en Suisse pour un autre voyage, comme pour dire que Paul Biya était tellement malade au point où il pouvait mourir à tout moment. C'est également le président Paul Biya et les chefs d'État africains qui ont prêté le flanc parce qu'ils n'ont pas mis en place des systèmes sanitaires dans leur pays qui leur permettent de les prendre en charge lorsqu'ils sont malades. Donc, c'est lui qui va se soigner en Suisse tout le temps. C'est lui qui se confie aux médecins suisses. Ce n'est pas Pierre-Emmanuel Binyam ni Maurice Kamto. C'est Aïdjo qui se confiait aux médecins français qui lui ont fait le coup d'État, un coup d'État scientifique, qui lui ont menti que Aïdjo allait mourir d'un jour à l'autre. Et il a placé Paul Biya là où il est aujourd'hui. Donc je veux dire que ce sont nos chefs d'État eux-mêmes qui prêtent le flanc, qui ouvrent la porte à ce que la France continue à avoir une influence sur nos États. Ce ne sont pas les Camerounais lambda ou les Africains lambda qui le font. Ce sont eux-mêmes qui le font. Donc il est temps aujourd'hui que, parce que pour être honnête, si vous voulez que je sois à la place de M. Ekanga, moi je n'irai pas interviewer Macron. Et pour être honnête, Macron, pour avoir une conscience nette envers lui-même en tant que président français, envers les Africains et envers les Français, pour qu'il a le devoir de dire la vérité, Macron, au lieu de dire ce qu'il est en train de dire, Macron doit dire que, doit communiquer dans ce sens, que c'est lui et c'est la France qui ont maintenu Paul Biya au pouvoir, qui ont légitimé son pouvoir depuis 40 ans, et qui ont tout fait pour qu'ils restent là pour défendre leurs intérêts. Voilà pourquoi ces prisonniers dont Ekanga est en train de lui demander d'intervenir pour la libération et lui demander de s'indigner sur la crise anglophone, c'est la France
pour la plupart, qui est responsable de ces différentes crises-là. Pour avoir maintenu quelqu'un au pouvoir, un dictateur, depuis près de 40 ans aujourd'hui, qui n'arrive pas à résoudre les problèmes basiques de sa population, tels que les fournir, les donner l'accès à l'eau, à l'électricité, à l'éducation, à l'emploi. 65% de la population active de Cameroun est au chômage. Donc, c'est autant de défis que Paul Biya n'a pas pu relever. Et la France est responsable de ces défis-là. Voilà pourquoi vous voyez que Paul Biya a failli tomber malade après son élection de 2018, dont tout le monde sait que ça a été un hold-up. Il a failli tomber malade parce que la réponse de Macron a tardé, la lettre de félicitations de Macron a tardé jusqu'au point où on a fait fuiter une lettre sur Facebook qui n'était pas signée de Macron, mais qui était écrite par la présidence, la présidence française. Donc il y a un problème de recherche. Les chefs d'État africains recherchent la légitimité auprès de la France. Ça prouve que la France reste celui-là ou celle-là qui les maintient au pouvoir. Il faut que cette tendance soit renversée aujourd'hui. Et je suis d'accord avec Mekassi, une autre chose, c'est que la jeunesse africaine ne doit plus aller pleurer vers les Français. Nous voulons prendre notre destin en main nous-mêmes. Nous avons la possibilité, les moyens humains, les moyens matériels, intellectuels. Votre ami politique, Wilfred Ekanga. Je ne me solidarise pas de son action. Je vous ai dit au préalable que ce n'est pas le MRC qui l'a envoyé. Je me solidarise de toutes les actions du MRC. Ça, je peux vous le dire, qui sont officielles, qui sont annoncées officiellement par le parti politique, que ce soit par le secrétaire général du parti ou le président du parti. Merci. Pourquoi vous vouliez que je me solidarise d'une nation isolée de M. Ekanga? Monsieur Dipita, en un mot, et puis si vous me permettez, je suis obligé de prendre la parole parce qu'il a indiqué un certain nombre de traits sur mon président national. Le président national a dit effectivement qu'il est le meilleur élève de la France, ou si vous voulez, le président qui sort. Et qu'il allait aussi rendre compte. Et je le confirme aujourd'hui qu'il est vraiment le meilleur élève. Parce que le meilleur élève n'est pas seulement celui qui suit le maître, mais le meilleur élève, c'est celui qui connaît le maître et qui peut démystifier le maître. Et c'est important que je demande à mon frère Emmanuel Bignam de bien décoder les paroles politiques. Parce que quand on dit qu'on est le meilleur élève de tel, ce n'est pas toujours dire qu'on suit le maître. C'est pour dire que nous sommes la personne qui connaît le maître. Et je crois que le président Biya connaît le maître. Je vais vous dire pourquoi. Il est le seul chef d'État qui a déclaré la guerre à Boko Haram en plein conseil de sécurité en France. Et je crois que Boko Haram a été réduite à sa plus simple expression. Du moins dans le cadre, n'est-ce pas, de l'Afrique centrale. Et je voudrais vous dire qu'il est le seul chef d'État qui a dit deux phrases à Hollande. C'était au Palais de l'Unité. La première, il a pris le Cameroun à témoin pour démontrer que Hollande est venu supplier que sa concitoyenne puisse sortir de prison. Il a dit, si vous insistez, je verrai ce que la Constitution me permet de faire. Et il a également dit à Hollande que ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Et quelques mois après, Hollande n'était plus au pouvoir. Mais il est le meilleur élève de la France. Ça veut dire que c'est lui qui connaît même bien la France. Et il connaît les autoroutes, n'est-ce pas, de l'influence. Mais il a quand même rendu compte du grand dialogue national. Non, je voudrais dire à ce propos qu'il y a eu une coopération du ministère étranger par rapport au grand dialogue qui nous a accompagnés dans le processus du dialogue. Il était important que le chef d'État fasse un compte rendu à son chef. Un compte rendu, n'est-ce pas, à l'Élysée par rapport, n'est-ce pas, à ce travail-là. Parce que c'était un travail, une coopération, c'était un travail de consensus, un travail ensemble qui était accompagné, n'est-ce pas, par le ministère étranger. Donc je crois que là, c'est dans le cadre de la coopération diplomatique et autres, qui n'a rien à voir avec la suggestion, n'est-ce pas, d'un chef d'État. Sissi Bamanga, sur la question précédente. Écoutez, M. Dipita, un pays souverain, avec une démocratie juvénile, le Cameroun. Mais on n'a pas de compte à rendre à la France. Hein. Pour être vrai, pour être sérieux.
Bien que ces derniers temps, quand vous voyez le chef de l'État bien fatigué qui sort, c'est pour toujours être en pourparlers avec le président n'est pas fatigué. L'ambassade de France. Monsieur Meka, arrêtez un peu la distraction. Non, il n'est pas fatigué. Même un enfant de 11 ans qui nous regarde sait très bien qu'un papa de 90 ans est bien fatigué. Il faut le dire. Fatigué mentalement, Maintenant, monsieur Dipita, pour rester dans le sujet, on ne sait pas ce que la France cherche. Parce que là, vous avez écrit là, le doigt dans l'œil. Ça veut tout simplement dire se tromper lourdement, en français simple. Qui se trompe aujourd'hui? Parce que selon mes recherches, entre la France et le président de la République, Paul Biya, il y a eu une personne qui est bien rusée. Jusque-là, je pense que c'est le président de la République, Paul Biya. On peut lui faire certains reproches, des manquements dont mon frère et ami du MRC a cité tout à l'heure, Pierre-Emmanuel Biram. Mais on peut aussi être satisfait que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a gardé beaucoup de réserves, notamment les ressources minières, bien qu'il y a un scandale qui est en ce moment par rapport au fer de l'OB à Kribi et tout ça, mais je fais partie de ceux qui font confiance au chef de l'État. Je suis sûr qu'il ne va pas signer ce décret. Maintenant, voilà les Occidentaux, pour prendre en général, et pour rester sur le cas de la France, ces derniers 20 ans, mais la France n'a pas de leçon à donner à qui que ce soit. Parce que quand vous voyez tout ce qui se passe avec leur histoire, l'Afghanistan, la Libye, l'Irak, le Sahel, et mais écoutez, aujourd'hui, comme Pierre-Emmanuel Binyam le disait, les Africains, on est fatigués. On est fatigués aujourd'hui. Mais j'ai envie de vous dire, M. Binyam, que vous avez même oublié un très grand pays comme l'Afrique du Sud. Oui. Récemment, les populations ont fait une sortie vraiment qui était à saluer. Et aujourd'hui, plusieurs jeunes présidents africains ont compris. Vous avez vu la sortie de Macky Sall, par exemple, qui était avec le président russe. Et vous avez vu quand le président russe a été avec le président français, vous avez vu que c'est une table de 10 mètres qui les a séparés. Jusqu'à ce que sur les réseaux sociaux, on s'est amusé à mettre Macky Sall et Macron sur une table de 1 mètre et Poutine et le président Macron sur une table de 10 mètres. Pour dire la vérité, cet Occident-là qui a un ego surdimensionné, qui joue les forts, qui dit que c'est nous qui dirigeons, mais aujourd'hui c'est terminé. Sur la guerre en Ukraine aujourd'hui qui est visible, sur les 140, vous avez 40 pays notamment qui n'ont pas voté en faveur. Et dans les 40 pays, on vous parle de 60% des pays du monde entier, parce que là, vous avez la Russie, la Chine, le monde arabe, l'Afrique. Donc tout le monde est aujourd'hui au courant que la solution, ce n'est plus la France. Maintenant, la solution, ce n'est pas la France. Maintenant, la France fait un petit peu du forcing. Ils sont très au courant que le président Paul Biya est un sage qui est en train de sortir et ils n'ont plus la main, ils n'ont plus la visibilité. Et là, ils sont en train de jouer au chat et à la souris. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que le président, comme le président Paul Biya, sur ce camp, sur ce flanc, sur ce côté, il est à saluer. Parce que la France, le Cameroun ne vous appartient pas. Allez ailleurs. Mais je voudrais relancer à présent Pierre-Emmanuel. Vous reviendrez tout à l'heure, hein, Pierre-Emmanuel. Mais cette fois-là, pour prendre la réponse du gouvernement camerounais, je vais citer un petit passage de René Emmanuel Sadi. Le gouvernement de la République déplore vivement et désapprouve totalement l'évocation de la situation au Cameroun entre ces deux interlocuteurs, dans des termes qui tiennent manifestement de la désinformation, voire de l'intoxication. René Emmanuel Sadi dit que Emmanuel Macron désinforme, qu'il intoxique. Le gouvernement regrette d'autant plus que cet échange inopportun qu'il rappelle un autre du même genre dans des circonstances semblables. Je veux dire que y a-t-il disproportion déjà dans la réaction sur la forme, hein? Mais au-delà, est-ce que le gouvernement n'a pas voulu définitivement mettre un terme à ce genre de communication justement pour dire à Emmanuel Macron: vous êtes pris la main dans le sac, on voit bien à quel jeu vous jouez, vous n'allez pas nous impressionner. Paul Biya garde le cap, il dirige le Cameroun tel qu'il le ressent lui-même personnellement. Bon,
Je pense que dans un premier temps, la réponse du gouvernement, elle est légale, elle est normale. C'est Macron qui a fait une sortie sur le Cameroun avec M. Kanga. Donc, il était normal que le gouvernement réagisse. Je pense même que ce n'est pas le gouvernement qui doit réagir. C'est Paul Biya lui-même qui doit réagir. Ça, c'est au niveau de civilité, il s'agit d'un chef d'État contre un autre chef d'État. Ce n'est pas à Emmanuel Macron de répondre, à Emmanuel Sadi de répondre à une sortie d'Emmanuel Macron. De l'autre côté... C'est le porte-parole du gouvernement. Oui, mais Paul Biya peut répondre aussi. Tout simplement comme Macron a répondu. Macron n'a pas eu besoin de son porte-parole pour faire cette sortie. Paul Biya peut répondre aisément. Maintenant, de l'autre côté, il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce que nous sommes là en plein dans la communication politique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous sommes dans la communication politique. N'oubliez pas que Macron, c'est un fin stratège aussi en matière de communication. C'est pour cela qu'il a été réélu. Le dernier président qui a fait 2 mandats en France, c'est Jacques Chirac. Après ça, il y a eu 2 présidents qui sont passés, qui ont fait les Sandam, un seul mandat. Donc ce monsieur est fin dans ce qu'il fait. Ce monsieur s'est fait gifler par un compatriote français, n'oubliez pas ça. Qui était son camarade de classe. Macron s'est fait gifler. Donc Macron s'est fait gifler par un compatriote. N'oubliez pas ça. Oui. La garde présidentielle dans tous les pays du monde est respectée, même aux États-Unis d'Amérique. Vous ne pouvez pas approcher Obama et puis n'importe comment jusqu'à le gifler. Non, je ne pense pas. Tout ça est souvent orchestré, bien organisé. Donc, la sortie du gouvernement camerounais montre également que le message est passé. Le message est passé parce que Macron voulait faire passer un message à travers Ekanga. Ça pouvait être à travers n'importe qui, n'importe quel compatriote camerounais. Mais le message est passé et le gouvernement a également réagi en répondant que le message est passé. Mais moi, je pense que Paul Biya lui-même doit également réagir en répondant qu'il a reçu le message. Et donc, la France a tout intérêt à se battre pour qu'il y ait une meilleure alternance politique au Cameroun. Et je suis d'accord avec Cissé que le président Paul Biya est âgé. On ne va pas se cacher qu'une personne de son âge est fatiguée. Il est fatigué, il est vieux. Bien sûr. Il est vieillard même. Donc, le Cameroun est en train de... Je crois que le président Kamto aussi est du 3e âge. Le Cameroun, il a 70 ans. Le Cameroun est en train de s'avancer vers une alternance politique au sommet de l'État. Et la France veut jouer sa carte, puisqu'elle a eu l'habitude de le faire. C'est la France qui a installé le premier président Ahidjo. C'est la France qui l'a trompé. Oui, qui l'a débarqué. Et c'est la France qui a installé Paul Biya. Je ne sais pas si la France a essayé de le débarquer, mais je pense que si la France voulait débarquer Paul Biya, elle l'aurait fait, parce qu'à une certaine époque, elle avait tout le moyen de le faire. Et donc, tout ce qu'on peut retenir, c'est que la France a contribué à maintenir longtemps Paul Biya au pouvoir jusqu'à ce jour. Et le désamour qui existe aujourd'hui entre les deux, ce n'est pas un désamour sur le fond, mais c'est un désamour qui est apparent. Et ce sont des enjeux politiques qui sont en train de se manifester aujourd'hui. En fait, il n'y a pas de problème entre le président Paul Biya et le président Macron. Non. D'accord. Je Eddy, ne pense pas. Ben, je dirais que sur la réaction... sur la réaction du ministre Emmanuel Sadi, je dirais que c'est une réaction, je dirais, inutile. Pourquoi je dirais que c'est une réaction inutile? Parce que lui-même, dans sa communication, dit qu'il y a un précédent. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a eu toujours à poser ce même genre d'acte. Et on le savait, c'était au Salon de l'Agriculture avec le célèbre Calibro. Quelle a été la réaction du chef de l'État? Si la réaction du chef de l'État avait été ferme, c'est que Emmanuel Macron ne se serait plus répété. Je vous prends un exemple simple. Je suis d'accord. Le chef de l'État, deux États qui se respectent, parce qu'ils aiment souvent dire nous sommes des amis, nous sommes des pays amis.
Si nous sommes des pays amis et que tu respectes mon pays en tant qu'ami, tu ne me tiens pas ce genre de discours. Et si tu me tiens ce genre de discours et que je sais que nous évoluons en tant que deux pays amis, qu'on peut se tutoyer, je t'appelle. Les chefs d'État s'appellent souvent, je te passe un coup de fil. Et quel est le rôle de mon porte-parole? Le rôle de mon porte-parole, c'est de faire un communiqué à l'issue du coup de fil. Si vous avez peur de passer un coup de fil, vous parlez à un enfant. Permettez, c'est-à-dire que le rôle maintenant du porte-parole, c'est de dire, à l'issue de ceci, le chef de l'État a passé un coup de fil à son homologue et machin truc, à l'issue de ceci, pour lui manifester qu'il n'a pas été machin. Et ça se sait, on sait que voilà une réaction ferme, un ton ferme, et que même si demain la personne réagit encore, c'est que la personne a voulu expressément pousser le bouchon loin. Qu'est-ce que la réaction d'Emmanuel Sadi nous conforte à l'issue de la réaction d'Emmanuel Macron? Ça nous conforte que le chef de l'État est effectivement vieux et qu'il ne tient plus les manettes. Exactement, il est vieux, ne tient plus les manettes. Est-ce que la vieillesse est un handicap? Non, je n'ai pas dit que la vieillesse est un handicap, c'est une grâce. Combien de familles peuvent compter des personnes qui ont 90 ans dans leur domicile? C'est une grâce. Mais je veux dire que quand on a une grâce pareille, on prend soin, on est fier, mais on ne l'expose pas. Le président de l'État a reçu ce soir un envoyé spécial du Congo. C'est du protocole, monsieur Dipita Tongo, c'est du protocole. Et dans le protocole, mon grand-père qui est mort à plus de 107 ans, pouvait recevoir 4 ou 3 personnes par jour. Mais on parlait d'un travail intellectuel, ça soit. J'ai suivi sur un média un journaliste, un de vos confrères, qui disait que le chef de l'État a instruit, a traité 1600 dossiers sur un an. Mais le chef de l'État a traité 1600 dossiers sur un an, et puis on a Dicolo avec les communautés qui ont été chassées de Dicolo. On a le Glencore, on a le Covid Gate, on a le Can Gate. Le chef d'État traite donc quel dossier? 1600 dossiers, il traitait quoi dans 1600 dossiers? 1600 quoi? Audience? Vous savez, tout à l'heure, à l'entame de ce sujet, je vous disais que c'est de la communication politique. Ça veut dire qu'on fait des mises en scène pour passer un message. Vous vous rappelez, ce n'est pas une stratégie qui est propre à la France. Vous vous rappelez, le chef de l'État a eu une réaction au lendemain de l'arrestation du ministre Marafa. Quand ça jasait dans tous les sens, les gens chantaient Marafa présent partout. Le chef d'État a fait une communication qui est passée en sourdine et que les gens ont répété. Il a dit, je ne commente pas les commentaires. Comment est-ce que ça s'est organisé que subitement le journaliste Charles Ndongo se retrouve face au chef d'État qui sort d'un événement et lui pose une question, effectivement sur la question, et qu'il a préparé l'expression, je ne commente pas les commentaires. Tout ça, c'est de la communication politique. Vous comprenez un peu? Donc, je suis en train de vous expliquer que Emmanuel Macron, je ne suis même pas sûr qu'il va lire ou qu'il est au courant du communiqué du porte-parole du gouvernement. Vous comprenez? Ça veut dire que les services de l'ambassade ne font pas forcément leur boulot. S'ils vont faire le boulot, vous croyez que monsieur Macron ne traite qu'avec les chefs de l'État, ou tout au moins avec les chefs de gouvernement. C'est pour ça que je suis en train de dire que la meilleure réaction ferme d'un chef de l'État qui est aux affaires, qui se soucie de son pays, qui traite les 1600 dossiers comme on le dit, mais ce n'est pas possible. Il passe un coup de fil. Il dit à son homologue que je n'ai pas apprécié ceci. Et je pense que sur des questions qui concernent notre pays, nous sommes deux pays amis, j'aurais aimé que vous m'appeliez, j'aurais aimé que vous me réservez vos avis et vos conseils. Et par la suite, le chef du gouvernement, le porte-parole, nous rend compte de cet appel. Je veux dire que cette réaction nous prouve, ou si vous voulez, comme on le disait tantôt, c'est de la communication politique. Peut-être la stratégie en filigrane d'Emmanuel Macron, c'était effectivement de nous ouvrir davantage les yeux. Quand vous dites que vous avez un chef d'État, vous n'avez plus un chef de l'État. La preuve, je peux lui dire tout ce que je veux en public, il ne réagira jamais. Mais s'il réagit, vous direz que nous sommes dans un État policier. Il doit réagir. La preuve, il a répondu à François Hollande. Quand il a reçu François Hollande, en face de François Hollande, il lui a fait des répliques. C'est pas comme s'il avait peur. C'est un spécialiste des répliques et des rhétoriques politiques. Si aujourd'hui on se retrouve face à ces raretés, c'est effectivement parce que il atteint un âge de repos, il se repose, et s'il se repose, il donne la possibilité aux Camerounais de choisir ceux qui vont avoir la capacité de défendre notre pays et de répondre à Emmanuel Macron du tic au tac. Sur la réaction du gouvernement camerounais exprimée par le ministre de la Communication. Non, je crois que le camarade Emmanuel Sadi a bien fait de réagir et de donner la position du gouvernement camerounais sur cette posture inconvenante d'un chef de l'État. D'un chef de l'État qui se retrouve au carrefour du marché pour parler du Cameroun comme s'il parlait de Montreuil ou de
je ne sais pas, de la région parisienne, avec des termes, j'allais dire, assez légers par rapport à notre pays. Et on avait l'impression qu'il donnait des orientations, qu'il donnait des injonctions à un chef de l'État, en utilisant effectivement un porte-voix, c'est-à-dire quelqu'un qui peut servir d'escalier pour pouvoir faire sa communication. Je crois que c'est bienvenu pour le ministre de la Communication de parler de manœuvres pernicieuses et de dire effectivement que la France n'a pas de leçons à donner au Cameroun. Nous sommes un peuple souverain et je crois que tout le Cameroun s'en indigne, n'est-ce pas, de ce chef de l'État qui, de manière théâtrale, a toujours des manières inconvenantes, impertinentes de parler d'un pays. Et je voudrais dire également aux jeunes frères qui parlaient, n'est-ce pas, du chef de l'État, je voudrais rassurer les Camerounais qui nous écoutent que de ma qualité de représentant du RDPC, je voudrais dire que le chef de l'État se porte bien. Il est en forme. Et je voudrais dire que pour démontrer qu'un chef de l'État se porte bien, c'est aussi simple que ça, c'est de recevoir les partenaires, de causer, d'échanger et de pouvoir également donner des orientations sur le plan de la gouvernance, la définition de la politique du pays. On ne lui demande pas de faire les 1000 mètres, de présenter les journaux. On lui demande, n'est-ce pas, de définir la politique, de donner des orientations générales et de recevoir, n'est-ce pas, les partenaires. Et je voudrais également signifier que tout Camerounais qui véritablement aime son pays, qui véritablement a l'ambition d'avoir l'héritage de ce pays, doit féliciter le président Paul Biya. Parce que la symbolique politique, je suis en train de parler, ils ne comprennent pas. Le président Macron parle à un précaré qui lui échappe. On aurait pu demander pourquoi il ne parle pas aux autres pays du précaré français. Pourquoi seulement le Cameroun? Ce n'est pas parce que le président est vieux. Puisqu'en France, il y a des vieux qui soutiennent Macron, qui sont dans l'establishment. Je ne sais pas si M. Attali est jeune. Mais ce que je voudrais dire, c'est que chaque fois que vous voyez, n'est-ce pas, un chef d'État français cibler un pays avec beaucoup d'insistance, ça veut dire que nous sommes sur la bonne voie. Ça veut dire que nous sommes sur le point, n'est-ce pas, de la souveraineté. Donc c'est une lecture, n'est-ce pas, inverse qu'il faille faire par rapport, n'est-ce pas, à cette pression. Parce que c'est une pression. Par rapport, n'est-ce pas, à ce ciblage via, n'est-ce pas, le MRC. Et le véhicule, quand vous voyez vraiment le véhicule que le président Macron en prend, des jeunes qui se débrouillent, qui se battent à un certain niveau, le MRC, parfois même leur qualité, même des militants, est douteuse, vous comprenez que parfois, il y a véritablement une théâtralisation. Et je dis que nous, qui sommes des jeunes Camerounais, nous ne devons pas accepter cet héritage. Cet héritage où chaque fois, un blanc, de l'autre côté de l'Élysée, se met à nous parler comme si nous étions, n'est-ce pas, des esclaves, comme si nous n'étions rien, comme si nous étions insignifiants. Nous devons nous en indigner. Et c'est pour ça que je dis que Ekanga est dans la damnation. Si nous étions vraiment dans un pays qui se respecte, il serait même maudit. Maudit parce que tous les efforts que nous faisons pour être souverains, pour être respectés, il annihile tous ces efforts, il met cela à volo et pratiquement il nous réduit en arrière, il nous fait rentrer en arrière. Donc, je crois que nous prenons aujourd'hui le coup de ce parti politique, le MRC, qui véritablement, j'allais dire, est perdu. Perdu parce que nous ne pouvons pas être dans un pays où, même si nous avons des démêlés politiques, et c'est lui-même qui disait le dialogue, mais le dialogue c'est intramuros, c'est-à-dire c'est entre les Africains, c'est entre les Camerounais. Nous ne devons pas aller pleurnicher vers un président français, pleurnicher au perron de l'Élysée pour dire vraiment vous avez soutenu l'Ukraine, pourquoi vous ne soutenez pas le peuple camerounais, pourquoi l'ambassadeur est reçu tous les jours. C'est tellement infantile. J'allais dire c'est tellement sot que vraiment moi je tombe des nues quand je vois ce genre de... Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous, de passer tout le temps du particulier au général. Les actes de Kanga n'engagent pas le MRC. Et je voudrais dire que... Ça, il faut être honnête intellectuellement. Et je voudrais dire ici qu'il faudrait que
toute cette dérive que nous avons, où on casse les ambassades, où on attaque les rois, où vraiment on passe supplier Macron en plein champ, tout ça, on brûle les maisons de sous-préfets, tout ça, nous devons mettre ça à l'actif du MLC. Parce que le MLC, quand je sonnais la sonnette d'alarme, les gens ne comprenaient pas. Ce parti est un problème. La crise pour anglophone, l'hygiène politique au Cameroun. De déplacés internes. Moi, je vous suivais. Quand vous étiez en train de parler, moi, je vous suivais religieusement. Je vous suivais religieusement. Vous êtes dans le désordre politique. Vous êtes dans le désordre politique. Parce que vous êtes la base des connivences. Ceux qui partent supplier le blanc pour venir venir au Cameroun, c'est le MSC. Mais c'est incroyable. Et ceux qui vont aussi rendre compte. Donc, je voudrais conclure en disant que... Et tout ça. Je voudrais dire, c'est vrai que c'est tellement dur d'endosser cet héritage malheureux politique, mais il faudrait que les Camerounais prennent acte que c'est le MS et le Maurice Kamto qui apporte toute cette dérive et ce désordre politique. Le mot de conclusion, puis vous aurez la parole. Y a-t-il péril dans la demeure s'agissant des relations France-Cameroun? Peut-on être inquiet sur un changement de regard? C'est trop léger pour penser à un changement dans les relations des deux pays? Non, moi je crois qu'il y a juste des petits changements de ton par rapport, n'est-ce pas, au président Macron, mais sur le plan structurel et diplomatique, je crois que les relations sont au beau fixe, mais il arrive parfois que le président Macron essaye de faire certaines interventions qui sont inconvenantes pour les usages diplomatiques. Ça ne va rien changer. Le mot de la fin, voilà. Ça ne va rien changer, c'est la communication politique. La France veut obtenir quelque chose. La France veut jouer un rôle majeur dans la tenance politique qui va suivre après Paul Biya au sommet de l'État. Elle veut absolument jouer un rôle majeur. D'autant plus que, comme je vous ai dit à l'entame de mon propos, que le Cameroun vient de ratifier un nouvel accord de défense et sécurité avec la Russie. Donc le Cameroun est en train de se tourner vers d'autres partenaires aujourd'hui. Mais la France insiste, c'est un message qu'elle passe. Mais je vous ai dit que dans le fond, il y a un très grand amour entre Paul Biya et sa France, mais patrie qu'il a. Il n'y a jamais d'amour entre les États, c'est les intérêts. Et la France a comploté avec c'est les intérêts, il n'y a jamais d'amour entre les États. Pour faire souffrir les Camerounais depuis 40 ans. Ils sont très amoureux. Je ne crois pas. C'est les intérêts. Quand vous le dites, c'est Bamanga. C'est montrer votre méconnaissance. Un mot de conclusion sur les relations. Avant le mot de conclusion, je n'ai pas eu la parole sur la sortie du ministre Sadi qui est dans son rôle. C'est le porte-parole du gouvernement. Mais au-delà de tout ce qui a été dit ici, des vérités qui ont été mises sur la table ici, il faut savoir qu'on dit chez nous, dans le septentrion, que la fin est plus proche que le passé aujourd'hui. Donc là, c'est en train d'arriver. Et je rejoins mon frère et ami du MRC, qu'aujourd'hui, l'alternance, elle est visible au Cameroun. Vous êtes frère et ami du RDPC, hein, pas du MRC. Monsieur Meka, vous êtes très fort dans la distraction. Monsieur Chirouma doit vraiment nous clarifier. Donc, si c'est un coucou à mon leader du FSNC, parce que il regarde cette alliance politique. Il regarde l'émission. Et il a ses camarades pour titiller sur les plateaux, c'est ce que voilà. Mais on ne comprend plus. Le leader du FSNC vous regarde et vous salue d'ailleurs. Mais pour être plus sérieux, c'est qu'aujourd'hui, monsieur Meka le sait d'ailleurs, voilà pourquoi, quand vous voyez aujourd'hui la jeunesse sur le plateau, on est prêt à prendre les choses en main pour un Cameroun encore plus prospère et encore entre les mains de votre président, le FSNC. Plus fort, non, c'est pas le FSNC qui dirige aujourd'hui, le FSNC conseille. Mais au sein du parti, vous êtes également prêt à... Le FSNC, monsieur Dipita, le FSNC... La jeunesse de votre parti veut également prendre les règnes. Le FSNC puisqu'il est indissonant, est un peu dans le consulting, en décalage dans avec le conseil auprès du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pas auprès du RDPC, attention. Donc je nuance toujours, je mets toujours ça sur la table. Mais pour être plus sérieux, c'est pour vous dire aujourd'hui, regardez seulement ces derniers temps comment l'ambassadeur de France, il passe le temps à faire le forcing pour voir le chef de l'État. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, monsieur Pierre-Emmanuel Biyam le disait tout à l'heure, mais non, pour vous dire sincèrement, même la mamelle politique, c'est-à-dire le septentrion, on ne va pas accepter ça. Le Cameroun est un pays souverain. Il y a d'autres partenaires que eux-mêmes, les Occidentaux, ont négligé. L'Inde, la Russie, le Brésil, le monde arabe, et j'en passe.
Aujourd'hui, c'est du 50-50. Vous voyez, Macron, dernièrement, il a fait une assise où notre frère et ami Alex Lembe était autour pour un peu réinitialiser même, pour un peu changer la politique de la France-Afrique. Mais tout ça, nous les Africains, aujourd'hui, nous avons ouvert les yeux. Nous ne voulons plus de la France-Afrique. Nous ne voulons plus ce 80-20 là. On ne veut plus ça. Nous, aujourd'hui, au Cameroun, ce qu'on veut, c'est que vous nous posez des choses sur la table. Les Africains, on regarde visiblement. Voilà ce qu'on veut. On vous donne ça et on est gagnant-gagnant. Voilà ce que nous souhaitons. En tout cas, pour le mot de la fin, je ne vais pas chercher loin. Je vais aller dans les prises de parole de M. Macron. M. Macron a dit que ce n'est pas dans son rôle, ce n'est pas de son rôle de venir armer l'opposition au Cameroun. C'est un message que les Camerounais doivent saisir et comprendre le sens. Le changement que nous voulons pour ce pays ne doit pas être un changement qui doit venir de Macron, qui doit venir de la France ou d'une puissance étrangère. Ça ne sera plus le changement des Camerounais. Ça sera le changement de cette puissance étrangère, donc pour son intérêt. Et ce changement est le chemin que le PCRN a engagé depuis 2020, qui est celui du terrain. Tous les jours, nous sommes sur le terrain. Les inscriptions, les mobilisations, la preuve. Un parti politique en 2020 qui avait 0 élu se retrouve aujourd'hui avec 5 députés, 5 maires et plus de 240 conseillers municipaux. Je parle de 2020 à 2025. Un parti qui en 2020 n'avait pas une structure suffisamment forte, aujourd'hui se retrouve avec... Je suis dans le mot de la fin. Un parti qui aujourd'hui qui est parti en 2020 avec 0,4 pratiquement, se retrouve avec 2500 cadres dans un parti. C'est la preuve que nous avons pris conscience depuis 2020. Nous avons pris conscience depuis 2020 que nous avons pris confiance depuis 2020 que nous n'allons pas attendre qu'on nous arme de l'extérieur pour chuter, pour dire ceci. Nous n'allons pas courir après Macron dans les événements pour l'interpeller. On ne va pas casser à gauche. On ne va pas vendre le fer aux Chinois. On ne va pas faire les scandales de Glencore. On compte sur notre... Merci André Luther, merci Sissé Bamanga, Pierre-Emmanuel, merci Eddy, et puis merci à Eric Golf Kwachou qui était également en direct dans la première partie de cette émission. Merci à vous à la maison, bonsoir et à mardi prochain.